Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un endroit extraordinaire pour une histoire non moins exceptionnelle. On est à Cassis, sur la terrasse de la Villa Madi. J'essaie de vous planter le décor face à nous, la Méditerranée, mais à nos pieds, vraiment, à quelques mètres en contrebas. Le soleil réchauffe joliment ce début de printemps, la pierre de la petite digue semble conserver en elle la chaleur de tous les étés passés à voir plonger les enfants, les pêcheurs. Pas de doute, on est là dans un coin que je connais bien et que j'aime tant face à cette mer que j'ai observée toute mon enfance depuis Macalanque, à quelques kilomètres d'ici, à quelques pas de cette falaise mythique. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de celui qui a ajouté 3 étoiles à ce panorama. Vous le savez, on va découvrir l'histoire de Dimitri Droineau. Je me souviens de son sacre, justement, en mars 2022, et depuis, je songe à cet enregistrement. À l'origine, je ne le connais pas, je ne sais pas du tout qui je vais rencontrer, je ne connais pas son histoire, je sais juste que cette belle maison, il l'a hissée au sommet avec ses équipes bien sûr, mais avec sa compagne en premier lieu, sa femme Marielle, qui veille sur le temple. Sur table, ça donne au mois d'avril un tourteau immergé dans un brouet qui fleure la roche, le tout rafraîchi par les herbes, une sardine cuite au sel d'une mâche extraordinaire, touchée par le fumet d'une bonite déposée sur un siphon de pommes de terre d'une onctuosité à s'arrêter là. Le loup en écume imprime le ressac, le rouget s'alanguit sur une langue craquante. Bref, je peux pas vous faire le dessin de cette cuisine faite ainsi sur la mer, dense et élégante à la fois. Mais je comprends pourquoi elle plonge aussi intensément dans cet environnement, pourquoi il y a ici une subtilité et un frisson, pourquoi l'on a quelque part le sentiment d'une forme de verticalité, parce qu'en fait, il n'y a aucune déviation. L'itinéraire est net, on va droit, parce qu'il n'y a pas d'autre option, parce qu'il faut tracer comme le chef fend la garrigue en VTT. Moi c'est David Ordonneau, vous écoutez le podcast Chef et vous le savez, c'est le podcast qui aime aller à la racine pour savoir ce qui a nourri le geste justement. Ici, on sonde les histoires pour comprendre la cuisine et le récit qui suit respire l'engagement et la détermination. Et vous dites peut-être que c'est toujours le cas, et c'est vrai, mais là vous allez entendre un chef 3 étoiles raconter cette fois où il a claqué la porte de la cuisine gastronomique par épuisement, l'ulcère qu'il s'est fait à 20 ans parce qu'il voulait bien faire. Vous allez sentir cette pression que la cuisine impose parfois, que l'on met sur ses épaules, seul aussi quand on ne pense qu'excellence. Vous allez entendre comment on rentre adolescent dans un monde d'exigence et comment on peut tenir quand on ne se donne aucune autre option, quand on veut vivre au plus haut. Voici l'histoire de Dimitri Droineau. J'ai l'impression que depuis que j'ai commencé, depuis mes 16 ans, j'ai tout le temps vu une sorte d'évolution, aussi lente soit-elle, mais j'ai le sentiment actuellement que on prend encore en maturité, on se remet encore en question, et je pense que c'est important pour moi de me dire que rien n'est campé dans le temps en fait. Ma cuisine elle évolue en fonction du moment, des saisons, des équipes, de beaucoup de choses. Il y a tellement de facteurs qui font qu'à un moment donné, pour moi c'est hyper entraînant de me dire que je suis dans quelque chose qui n'est pas stabilisé et à l'arrêt. Donc je pense qu'elle évolue encore, et vous savez, j'ai toujours cette flamme en moi, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On parle de flamme, on parle de dynamique, on parle d'énergie finalement. Dans ce qu'elle raconte, dans ce que vous avez envie de traduire par votre cuisine, vous parleriez de quoi, de quel sujet, de quelle histoire finalement? Il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs. La cuisine, pour moi, à mon sens, c'est des émotions du passé qui sont, c'est en 3 temps, qui sont conjuguées au présent, à l'instant présent, avec des fois une touche d'avant-gardisme. Tout ça, je mets toujours des guillemets parce qu'au final, c'est intemporel. La cuisine, c'est comme la musique. Donc c'est vrai que il y a le phénomène de territorialité de territoire, pardon, qui est très important à mes yeux. On doit être ambassadeur de l'endroit où on se trouve. Donc nous, on est dans un endroit qui est quand même très singulier. On est vraiment aux portes des Calanques, si on peut dire même dans les Calanques. Donc c'est vrai que tout ça, c'est l'histoire d'un Normand qui a épousé une Aveyronnaise sur la Méditerranée, qui s'est retrouvé dans une maison il y a 13 ans, qui était en difficulté
et qui a fait le grand saut, on va dire, avec une épouse enceinte. Donc après tout ça, en fait, ça vient se greffer à l'histoire et à finalement ce qu'on a à raconter au quotidien. Donc après, c'est à nous de mettre du relief et de l'accueil dans notre service avec beaucoup de bienveillance. Et dans la cuisine, on met aussi du relief et on essaie d'être cohérent avec l'endroit dans lequel on se trouve. À travers finalement notre histoire, tout ça, ça en découle. Bon, j'ai vraiment vu un chef qui a autant le sens du teaser. Alors remontons le fil de l'histoire, repartons au début justement pour la découvrir. Si vous devez décrire le début de l'aventure, de la vôtre, en tout cas votre enfance, vous décririez quel genre d'environnement, quel genre d'ambiance? L'ambiance, écoutez, une maman très proche avec un papa forcément aussi très proche. Moi, je suis issu d'un milieu modeste. Donc les valeurs finalement que ma mère et mon père prônaient autour de la table étaient très importantes parce que c'était un petit peu pour nous finalement le moment de la journée clé, c'est-à-dire que se retrouver à table, ma mère cuisinait et elle cuisine encore très bien si elle m'écoutait. Elle cuisine très bien et c'est vrai que nous beaucoup d'émotions sont passées par la table au final. Ils faisaient quoi vos parents? J'ai une maman qui était couturière et un papa peintre en bâtiment. Donc à travers tout ça, une éducation, écoutez, une bonne éducation à mon sens, parce que ça m'a donné des clés pour franchir pas mal d'étapes. Il y avait quoi? C'était quoi qu'est-ce que vous appelez une bonne éducation? C'est quoi les valeurs? Écoutez, c'est des valeurs, les clés d'un moment donné, de ce qu'on doit à un moment donné léguer à nos enfants, c'est-à-dire peut-être 7 ou 8 mots déjà pour commencer. Bonjour, merci, au revoir, désolé, je me suis trompé, bonjour. Toutes ces choses-là, la remise en question, l'envie de se dépasser aussi. Bon, moi, c'est vrai qu'à l'école, j'avais des résultats chaotiques, catastrophiques. C'était pas votre truc? Ça l'a jamais été. Et même encore maintenant, quand je vais à l'école pour mes enfants, je suis encore angoissé, quoi. Donc c'est. Ah ouais. Non, moi je suis un répulsif à système éducatif. Donc c'est vrai que le système éducatif à travers l'école ne me plaisait pas. J'avais du mal. J'ai pas été diagnostiqué hyperactif, mais bon, on se fait pas trop d'idées. Ce serait aujourd'hui, ce serait bon. Ce serait. Soyez l'étiquette. Je serais signé et estampillé. Non, mais c'est vrai que je pense que je suis pas le seul cuisinier et pas le seul, de toute façon, pas le seul élève dans ces cas-là. Beaucoup. C'était quoi? C'est le truc trop statique? Ah bah oui, moi j'allais à l'école, c'était très très compliqué pour moi parce qu'au final, on va à l'école pour se dire on va rentrer dans un hôtel avec un buffet géant, avec plein de choses à manger, mais il faut s'avaler 5 kilos de gélatine avant d'attaquer le foie gras, quoi. Et c'est vrai que ces choses-là, on a du mal. Moi, ma sœur en contrepartie à côté, elle avait les résultats de fou. Pas de problème avec la gélatine. Pas de problème avec la gélatine, elle pouvait encore en avaler 10 kilos. Et c'est vrai que moi, je pouvais pas. J'avais du mal avec ce système finalement très. Dès que vous étiez confronté dans le temps présent, vous vous disiez mais ça me. En fait, même maintenant, en fait, dès que quelque chose s'impose à moi, je n'y arrive pas. C'est ça l'histoire. Ouais, c'est un peu ça. Alors écoutez, je dois être un petit peu rebelle. Je suis pas négatif, je suis pas dans la contradiction, mais c'est vrai que j'ai du mal avec les choses. Voilà, si ça me botte pas, j'y arrive pas, quoi. Ça a toujours plus ou moins été. Alors l'école, quand on vous file des pelles et des pelles à manger de nouvelles guerres économiques de la Russie en 1921 et toutes ces choses-là, j'y arrivais pas à avaler ça. Donc je me suis automatiquement dirigé vers ce qui me plaisait le plus, c'est-à-dire manger, quoi. Mais alors comment ça s'est fait? Comment justement à cet âge où on est plein de représentations et puis on nous demande souvent ce qu'on doit faire quand on est petit, même dès le plus jeune âge, parfois il y a toujours quelqu'un pour nous dire mais alors qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand? Vous, à partir de quand vous vous êtes dit tiens peut-être que là il y a une voie? Est-ce que vous en avez pensé à plusieurs ou est-ce que comme vous le disiez le fait de bien aimer manger vous a orienté vers la cuisine rapidement? Rapidement, je dirais pas forcément. Petit, je voulais être policier. J'ai même voulu faire avocat. Puis quand je me suis rendu compte des études, je dis mais en fait ça va pas du tout. J'y arriverai pas. Journaliste. Et à un moment donné, en 4e, c'est vraiment une bonne chose. Ils organisaient des stages d'observation à l'école. Je crois que c'est toujours l'actualité. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis dit en 5e ou en 4e, je vais faire de la cuisine au final parce que qu'est-ce que j'aimais pas faire grand chose à part le sport et le dessin. Il y avait que ça. Mais pas facile à l'époque d'envisager ça quand même parce que la cuisine c'est pas ce que c'était aujourd'hui, quoi. Il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'était pas du tout aussi glamour. Non. Que ça l'est aujourd'hui, quoi. Ça l'est pas toujours glamour, hein. On a quand même dans notre métier des petits moments clés, le service, le coup de feu, ces choses-là. Mais il y a 30 ans,
Mais en termes d'image, je veux dire, il y a 30 ans, bah, quand on se lançait en cuisine, c'était parce qu'on nous disait, bon, t'es gentil, tu sais pas faire autre chose, tu vas être cuistot, quoi. Ça. Malheureusement, ça a toujours été, et ça l'est des fois encore malheureusement, une voie de garage. Alors que dans tout métier exercé, vous savez, comme dans mécanique, hein, il y a le mécano, il y a le mécanicien. Il y a celui qui va réparer les Formule 1 et celui qui va réparer la 4L à tonton, quoi. Donc nous, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de tomber dans de bonnes mains. Un maître d'apprentissage en Normandie qui s'appelait Michel Canet, qui avait parcouru les plus belles maisons à travers l'Europe, qui avait avec un CAP de pâtissier finalement quasiment touché les sommets en termes d'apprentissage. C'est un monsieur à la fin qui parlait 4 langues certifiées, qui avait fait les plus beaux hôtels de Monaco, de Sabatini à Florence, il avait fait le Bristol en Allemagne, il avait fait le Savoy à Londres. Lui, c'était un mécanicien, pour le coup. Lui, c'était vraiment un mécanicien hors pair. C'est-à-dire que c'était un monsieur qui faisait un bon 120, 130 kilos, avec une veste immaculée de blanc. Il faisait tout un service sans se mettre une tache sur la veste, et après, il allait en salle. Tous les gestes étaient d'une précision déconcertante. Et c'est vrai que ce monsieur, il m'a fait voir les photos de tout ce qu'il avait fait. Et c'est vrai que à l'époque, je veux dire, dans les années 60, 70, il y avait quand même, il y avait déjà de la gastronomie. La gastronomie était déjà installée et c'était beaucoup plus sacerdotal encore. Donc, c'est vrai que moi, je suis passé par cette voie de l'apprentissage chez lui pendant 2 ans où, honnêtement, j'en ai bavé. J'ai vécu une deuxième éducation. C'est-à-dire que, bon, à l'école, j'étais, bon, pas tous les week-ends, mais quasiment tout le temps collé. Tous les samedis, j'avais le droit de copier mes articles des droits de l'homme jusqu'à 32. Et bon, au final, quand ça s'est imposé à moi de trouver quelque chose, je me suis dit je vais faire de la cuisine parce qu'au final ce monsieur m'avait beaucoup plu en stage d'observation. Ah ouais. Qu'est-ce qui vous avait parlé, vous pensez, dans cette histoire? Parce que vous le dites déjà, là, la cuisine à cette époque-là, c'est pas une mince affaire, c'est des conditions de travail qui sont encore plus dures que celles qu'elles sont aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit tiens, c'est peut-être pour moi? L'école, ça n'allait pas, donc je m'étais dit, c'est vrai que dans l'environnement, bon, mes parents, c'était pas ça, mais tout le monde disait, bon, il faut un bac pour y arriver dans la vie, il faut un bac, il faut absolument un bac à tout prix. Et moi, je me disais, c'est pas possible, quoi. J'ai eu mon brevet à un point près. Bon, bref, j'ai cru en lui et finalement, c'est avéré j'avais raison parce que moi, je me voyais faire peut-être cuisinier sur des bateaux, des choses comme ça. Et lui, à la fin, il m'a dit non. Déjà, j'étais le seul apprenti en 11 ans à avoir terminé mon contrat d'apprentissage, parce que tous abandonnaient. Ouais. Et moi, il s'est pointé un 12 juillet 98 avec un post-it marqué la tour d'argent, 1er septembre de 8h30. Il m'a dit voilà, dans 1 mois et demi, tu commences là. Et juillet 98, on se souvient, notre génération s'en souvient. On s'en souvient, ouais. Je suis pas très football, mais je m'en souviens. Ouais, il y avait une ambiance. C'est vrai que... Mais vous, il y avait un double événement pour le coup. Rien, ça. Oui, rien que ça. Ce jour-là, je me suis dit, bon, là, maintenant, il y a deux possibilités. Et je me suis dit, si j'abandonne, finalement, il me reste quoi? J'ai envie de faire rien d'autre, quoi. Moi, ça commençait à me passionner, donc je me retrouve à la Tour d'Argent en 98, le 1er septembre. J'étais jamais allé à Paris, donc l'appartement 13 mètres carrés, boulevard de l'Hôpital, à côté du métro aérien. Enfin, la bonne totale, quoi. Le truc où on se dit, voilà, choc des cultures. Mmh. Et je me suis dit, j'abandonne pas. Ça, c'est une des valeurs que mes parents m'ont donné. À un moment donné, c'est vrai que l'école. Je me suis raccroché aux branches et là je me suis dit je vais aussi me raccrocher parce que en plus là ça me plaît. Donc j'ai commencé dans des grosses brigades et écoutez, après la Tour d'Argent, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Vous allez nous raconter ce bonhomme de chemin, mais pour qu'on comprenne justement le step, parce que c'est toujours un step de partir d'aller à Paris. Est-ce que en rétro-pédalant, vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous faisiez, l'ambiance, l'environnement, la région dans laquelle vous avez passé toutes ces années-là avant justement de quitter pour aller travailler Une maison jumelée, une petite sœur, un papa et une maman qui travaillent, beaucoup d'activités sportives parce que c'est vrai que moi j'étais vraiment diagnostiqué, pas diagnostiqué, mais tout le monde se disait il est hyperactif et faut l'occuper. À l'époque, les médecins ils disaient aux parents faut lui donner des petites boules roses, des trucs comme ça, des médicaments. Ma mère s'y est complètement opposée, donc elle m'a branché. J'ai fait à peu près 9 ans d'arts martiaux, 4 ans de basket, de la natation. Je faisais 2-3 sports en même temps pour me canaliser parce que je j'arrivais pas à tenir en place. Donc c'est vrai que elle était pas inquiète, mais elle a toujours fait dans le sens de ses enfants, quoi. À côté de ça, c'est vrai que si j'avais pas eu une mère ou un père comme j'ai eu, je me dis, je serais peut-être parti dans le décor. Donc c'est vrai que ces valeurs qu'elle prenait sur justement les activités sportives, les leçons, elle lâchait pas, c'était très 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 dur.
Et finalement, la cuisine, tous les mercredis, elle cuisinait pour nous des desserts, des machins. Le week-end, c'est pareil. On avait des invités, on avait de la famille tous les week-ends à la maison. Le matin, elle se levait à 6h pour cuisiner pour les gens. Ah ouais. Donc nous, on l'accompagnait. Enfin, une mère un peu dingue de boulot aussi. Donc c'est vrai que à partir de 6-7 ans, on savait déjà faire une tarte aux pommes, faire un sauté de veau, un bourguignon. Bon, elle nous accompagnait à côté, mais Ouais. un jour, elle était arrivée. J'étais en CE1. J'étais revenu de l'école et il y avait personne à la maison. Ils arrivaient vers 12h15, 12h20. Et comme on ne mangeait jamais de ça, j'ai démarré des frites avec un steak, une bavette. Donc la friteuse, éplucher les pommes de terre pendant la semaine. Mon père arrive, il fait pas du tout gaffe que ma mère avait un léger retard. Il se met à table et là ma mère arrive après et me dit mais c'est toi qui as fait les frites et tout. J'avais 9 ans par là, un truc comme ça. Ah, c'est drôle. J'avais démarré des frites avec une bavette parce que ma mère détestait les frites. drôle. L'odeur des frites de la friture, elle aimait pas. Donc moi j'avais fait les frites et j'étais revenu après. Bon, c'est vrai que ça les avait fait rire, mais ils avaient eu très peur. Enfin, un gamin de 9 ans avec une friteuse. Ouais, qui manipule une huile. Ouais. Voilà, et j'avais sorti des frites avec une bavette. Peut-être pas mal quand même. Plutôt pas mal. Non mais c'est un souvenir quand même quand on a C'est cet un beau âge-là souvenir. C'est vrai, genre, d'indépendance, c'est moi qui l'ai fait. je me rappelle de la fierté de mes parents. Bon, en même temps, je me rappelle surtout de la peur. Ouais, Mais je me moitié rappelle de la fierté, moitié inquiétude. Et c'est vrai que cette fierté, je la retrouvais tous les week-ends quand la famille venait. Ma mère, elle était en cuisine. Nous, on portait les plats avec ma sœur. On apportait ça à table. Et je me rappelle toujours cette satisfaction. Les gens qui regardent. À table, pour moi, on pouvait avoir que des moments de joie. En fait. Donc, je me suis dit, finalement, si on a un peu d'empathie, on peut en faire son métier. Se dire procurer du plaisir aux gens, pour moi, en tout cas, même encore à l'heure actuelle, ça me touche. Ouais, ça reste un moteur. Ça reste un moteur. Enfin, notre métier, il est quand même assez spécial. On fait quand même des heures, on a des journées pour procurer du plaisir à des gens qu'on voit pas. Donc moi, je les vois. Les gens, parce que je fais mon tour de salle, mais mes cuisiniers, eux, le voient pas. Donc c'est vrai que ce métier, j'ai beaucoup de respect pour tous les restaurateurs. À chaque fois, et ça, c'est une chose qui me restera à vie en tête. C'est ces moments où j'apportais la langue de veau sauce piquante, des sautés de veau à table et des choses comme ça, et voir les gens se régaler. C'est ce que j'allais vous demander. C'est une cuisine qui est plutôt tradie. Vous décrivez des plats qui sont ancrés, qui sont des plats phares du patrimoine gastronomique français. Ah oui, c'était surtout des plats en sauce quand même. Faut dire les choses comme elles le sont. Ma mère, c'était des plats en sauce. Après, elle faisait un menu dégustation quoi. Ah ouais. Ça commençait avec un saumon sauce aurore ou à l'oseille. Derrière, il y avait des crudités. Après, il y avait une langue de veau à la sauce piquante. Après, il y avait un sauté de veau. Après, il y avait une volaille. Enfin, c'était des repas. C'est pas commun quand même. Hein. Ah non, mais chez ma mère, elle s'est calmée, mais elle cuisinait énormément. Les desserts derrière, tarte aux pommes, cake, marbré au chocolat. Donc tout ça, nous l'a transmis. Donc des longues tablées aussi, des temps de repas assez longs forcément. Ah bah oui, ça commençait à midi, ça finissait à 17h. Et à 17h, après, il y a l'envers du décor, quoi. La vaisselle, débarrasser la table et tout ça. Et ma mère passait ses week-ends à faire ça, quoi. C'est quoi qui l'animait, vous pensez? Le fait de réunir? Écoutez, j'ai une maman qui... c'est un trésor. Enfin, elle vient de la DAS. Et elle a une éducation, une bonne éducation, mais à la dure, quoi, dans des fermes et tout. Et elle a été éduquée très petite au final à faire des tablés pour les ouvriers, à faire à manger pour les gens. Elle en a pas fait son métier, parce que c'était pas avant, visiblement pour eux, ils avaient pas accès à tout. Hein. Mais c'est son truc. Voilà, c'est son truc. Je la voyais travailler. Elle se tapait sa semaine de travail avec les leçons, le linge, tous ces trucs-là. Et le samedi, elle se levait à 7h. Le dimanche, elle se levait à 6h. Enfin, elle arrêtait pas. Elle finissait le dimanche soir à 20h à nous coucher. Elle finissait la vaisselle et elle rattaquait la semaine. Une dingue de boulot, mon père y compris, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a des valeurs. Moi, ma petite sœur, enfin 1 an de moins, elle a cuisiné avant moi même. Elle savait faire des galettes des rois. Mais avec le feuilletage maison et tout. Ah bon? Ouais, à 8-9 ans, elle faisait ça avec ma mère. Elle faisait la pâte feuilletée? Ouais. Donc, alors, pas aussi rigoureusement qu'on peut la faire dans notre restaurant, bien mais sûr. Elle faisait une pâte feuilletée. Mais c'est du boulot. Mais c'est un boulot de malade. Et moi, j'étais un peu feignant quand même. Je voyais ça, je dis, oh là là, trop de travail. Donc, moi, j'aimais bien servir au final. Ouais. J'aimais bien aller apporter quand c'était fait. Et après, l'orgueil d'un garçon fait qu'on se dit, c'est un peu moins, ouais. Puis, faut ça soit aussi un petit peu moins. Ouais.
Donc voilà, d'où l'idée de vers 13-14 ans de m'orienter vers la cuisine sur un stage et de se dire je vais rentrer vers cette voie-là parce qu'au final là où j'étais le meilleur en classe, c'était en dessin. Donc j'arrivais vraiment à faire quelque chose de mes mains, je dessinais beaucoup. Je faisais de la guitare déjà petit à 10 ans, j'ai commencé un peu la guitare. Donc j'avais une certaine agilité, on va dire avec ça et après écoutez, l'orgueil a fait un peu le reste. Parce qu'il a fallu traverser cette période de 2 ans d'apprentissage qui a été hyper difficile ça. Ouais, hyper difficile. La réalité d'un métier à cet âge-là. Ouais. Là, puis l'apprentissage avant, c'était 5 jours par mois d'école. Et le week-end, on arrêtait, moi je retournais bosser quoi. Mais ça s'imposait pas à moi en fait. Ouais. C'est quelque chose qui m'a canalisé ce métier vraiment. Je me suis noyé là-dedans. C'est vrai qu'à partir de 16 ans, j'ai tout arrêté, sport, guitare, tout le reste, et je me suis immergé dans mon métier. Ah ouais. J'ai appris un peu tout ça il y a 5-6 ans. Où j'en suis? Où je suis là, j'ai relevé la tête. Et donc il y a eu ce post-it. Et donc il y a eu Paris. Ouais. Quel effet ça fait quand on arrive? Est-ce que vous avez conscience de l'endroit où vous arrivez? Parce que maintenant il y a des classements, maintenant il y a des 50 best, maintenant il y a des choses comme ça. Néanmoins, avant même tout ça, quand même, quand on parlait d'un des restaurants les plus prestigieux du monde, la Tour d'Argent, c'était le nom qui tombait le plus souvent en France en tout cas. Est-ce que vous en aviez conscience quand vous y êtes arrivé? Oui, parce qu'en fait, à partir de 16 ans, je me suis abonné à des revues culinaires. Avant, on n'avait pas Internet. Donc au final, on pouvait se renseigner qu'avec des revues. S'il y a un truc qui passait à la télé, c'était au final banco pour nous. Mais c'est vrai que je m'étais abonné à il y a Turiès, le Coq Saint-Honoré, tous ces trucs-là. Et je voyais les trucs de la Tour d'Argent. Et paradoxalement, 2 mois avant le post-it, je reçois une revue où ça parlait de la Tour d'Argent justement. Et c'est la Tour d'Argent, l'une des plus grandes caves au monde. C'était 450 000 bouteilles, 2 étoiles Michelin parce qu'ils venaient de perdre la 3e étoile. Mais ça restait quand même un établissement mythique. C'est prestigieux, parce qu'il y a eu des grands moments de cuisine un peu down où c'était plus du tout la mode et tout, mais ça a toujours eu un prestige incroyable. Mais il y a toujours la Tour d'Argent, ça restera la Tour d'Argent. De toute façon, je veux dire, quand on est dans cette salle de restaurant en face Notre-Dame, il y a dans un restaurant, de toute façon, il y a toujours, je pense, des up et des down, comme vous dites, mais il y a ça restera quand même. Ils travailleront toujours. Ouais, c'est mythique. Il y a une histoire. Il y a une histoire. De toute façon, c'est ancré dans Paris. Je vous dis, ça a été créé en 1592, je crois, ou un truc comme ça, avant 1600, quoi. Donc, après, écoutez, je suis rentré dans cette maison et c'est vrai que là, grosse claque, quoi. Hyper impressionnant, non? Ouais, on passe de 2 cuisiniers à une vingtaine, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'avec tout de suite une philosophie à l'époque où on était rentré à 5 commis. Et le sous-chef, à l'époque, nous avait dit, soyez forts parce que dans 15 jours, il y en aura plus que 2. Donc, avant, c'était vraiment c'était facile. Le recrutement, ça se passait pas comme maintenant. Enfin, on vous le met dans les mains. Ça va écrémer, les gars, je vais choisir, battez-vous. Voilà. C'est vrai que maintenant, quand on parle de ça, c'est complètement lunaire, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Comment on se dit, vous qui débarquez, vous découvrez tout aussi. C'est aussi ça, c'est découvrir Paris, l'indépendance, la petite chambre de bonne, l'adresse de prestige. Ça fait beaucoup quand même. Ah ouais. Et quand en plus on vous dit, les mecs, il va falloir s'accrocher parce qu'il y en a la moitié ou les 2 tiers là de votre petit groupe qui va dégager. On se dit quoi en fait? Je veux pas rater. En fait, je me dis, par rapport à mes parents, ils avaient tout fait pour, ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé à Paris. Moi, j'aurais été perdu sans mes parents. À 16 ans, on est encore un gamin. Enfin, je veux dire, à 17 ans pour. Donc, mais on se dit, comment on fait, comment on fait pour rester? On se sublime. On se sublime. Attendez, on se sublime. On force tellement que moi, j'en ai décroché un ulcère à 20 ans, mais. On se lève le matin, c'est vrai que waouh quoi. Enfin, c'est boulevard de l'hôpital quoi. 7h30, 8h, boulevard de l'hôpital. On arrive, ça klaxonne de partout. C'est plus violent que le petit village de 7000 habitants en Normandie. Donc, je me suis noyé dans le travail. Je me suis dit, c'est ma chance dans ma vie, c'est ça en fait. Ça passera par là. Je me voyais pas faire autre chose. Et je me suis dit, mes parents m'ont pas éduqué pour être un assisté. Donc, ils m'ont toujours expliqué que de toute façon, faut se battre. Je pense que si on prétend à un moment donné à vouloir accéder à une 3e étoile au sommet,
ça vient pas comme ça, quoi. Enfin, dans le sport, dans beaucoup de choses. Enfin, ou alors faut qu'on m'explique. Et là, franchement, mea culpa, ok, toutes ces années, mais là, personne n'est venu pour vous donner la recette, on vous l'a pas dit. Non, il y a pas de loto pour arriver au Valhalla. c'est pas possible. Moi, j'ai du mal à imaginer, et ces valeurs visiblement plaisent parce que j'ai quand même des gens qui me suivent, des gens qui sont venus, qui reviennent travailler chez moi. Mais c'est vrai que j'ai ce discours où on écoute beaucoup les collaborateurs, on a amélioré les conditions, beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui restera et qu'il faut qu'il nous survive, c'est justement cette hargne. Il faut qu'on ait vraiment cette envie dans la vie. J'arrête pas de dire aux collaborateurs, je peux vous léguer du matériel, de la connaissance, beaucoup de choses, mais l'envie, c'est vous. Et ça, vous le dites donc très tôt, à la Tour d'Argent. Combien de temps vous allez rester dans cette institution? 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. Parce qu'au final, vite fait, je me suis dit, bon, c'était une belle maison, c'était quand même relativement classique, la cuisine. Bien sûr. Et là, toujours à connecter avec mes revues, avec 2-3 collègues que je commençais à me faire, je me rends compte que je veux faire un 3 étoiles. Et je vois un reportage un jour. Dès le début, vous avez quand même cette envie d'aller direct voir à quoi ressemble le sommet, en fait. Ouais. Ouais, parce que je me rends compte que déjà, la Tour d'Argent, j'ai fait ma place un petit peu. J'en ai vraiment bavé. Hein. Ça a été, mais que j'ai tenu. C'est quoi bavé? C'est des horaires, des horaires, des pressions, un peu à l'ancienne, quoi. Bon. J'aime bien la plupart des chefs aujourd'hui quand ils disent oui, c'était un peu à l'ancienne, c'était un peu machin, alors que je pense que si on se replongeait 2 secondes dans votre quotidien, c'était l'enfer en fait. Alors ouais, mais bon, c'est vrai que j'aime pas tomber dans l'ariaque. Non, bien sûr, mais bon, c'est vrai que c'est dur quoi. Vous le dites avec beaucoup de pudeur aujourd'hui en fait tous, mais en même temps, ce que je dis à mes cuisiniers, moi maintenant, ils ont 3 jours et demi de congé la moitié de l'année et 3 jours de congé le reste de l'année. C'est bien les gars, il y a eu de l'évolution. On a vachement évolué dans ce sens-là avec mon épouse. On a vraiment voulu à un moment donné ne pas faire vivre ce qu'on a vécu, mais il manquera de la connaissance quand même. Enfin, je veux dire, c'est du temps en moins d'échange, de partage, de voilà. Bon, c'est de la fatigue en moins, mais c'est de la connaissance en moins. Ouais. Donc c'est vrai que ces années-là, c'était compliqué. Il fallait je serais un menteur de vous dire que je me suis jamais pensé à un moment donné à me dire, je vais tout plaquer, j'en ai marre, quoi. Ah, mais moi, le nombre de chefs qui m'ont dit justement à cette période-là, quand ils l'ont découvert, mais moi, je rentrais chez moi, je pleurais de fête, je sais même plus si c'était l'humeur, la fatigue. Ouais. Bah, moi, ça, je l'avais vécu en apprentissage. Je pleurais pendant 6 mois tous les soirs quand je rentrais. Je me posais des questions. J'habitais dans une petite piole, sur Alençon, en Normandie. J'étais à 60 km déjà chez mes parents. Enfin, j'étais parti à 16 ans, moi. Donc, c'est vrai que je me suis posé ces questions-là. Après, je me suis dit, encore une fois, par le biais de l'éducation qu'ils m'ont donné, on y va quoi. Non, on y va quoi. Ouais. Non, on y va, c'est pas possible. Puis on rencontre des bonnes personnes, des bons potes, où on va tous un petit peu main dans la main. Des potes qui sont même mes témoins de mariage, quoi. Hein. Moi, j'ai rencontré un pote, c'était il y a 29 ans, Arnaud Poitvin, il était pâtissier, lui il était marseillais, pareil, il arrivait à Paris, alors entre mon accent normand et lui le marseillais, on se comprenait pas, mais bon, on faisait pas mal la chouille quand même, mais on avait cette envie de se dire, on va pas baisser les bras, quoi. Ouais. Je suis pas venu de Marseille pour rien, et moi je suis pas venu de Normandie pour rien. On a notre appartement. Ça soude. Baisser les bras, c'est voilà. C'était pas l'option. C'était pas l'option. Donc, Tour d'Argent, 1 an et demi, on fait ses preuves, on fait sa place, et là, une idée, l'envie d'aller au sommet. Ouais, là je vois un reportage qui s'appelle Secret de cuisine, l'Ambroisie. Bernard Paco. Mythique ce reportage. Ouais. Avec Jérôme Banquetel à l'intérieur qui est tout jeune. Et... Ouais, c'était mon second Jérôme. Ouais. Et c'est vrai que je vois ce reportage et je me dis je veux y aller. Bon, tout le monde me dit tu rentreras pas parce que c'était entre guillemets la Mecque quoi. Là-bas en 15 ans, il y a eu 12 ou 13 cuisiniers quoi qui sont passés, c'était voilà, les mecs restés, c'était comme je vous dis, moi le reportage me touche, c'est-à-dire que c'était des cassettes VHS à l'époque. Je regarde le DVD la cassette, je rembobine et je regarde encore le truc, mais en 3 heures, je regarde 2 fois, quoi. Et je me dis, je veux aller là-bas. Donc, je me prends un échec, je postule, j'envoie une lettre, pas de réponse. Et quand je téléphone, on me dit, non, jeune homme, on est complet. Donc, je passe par Lucas Carton, 3 étoiles Michelin, avec Frédéric Robert aux commandes, qui est l'ancien chef de l'Ambroisie. C'était le chef avant Jérôme Banquetel. Enfin, le chef adjoint, on va dire. Et je rentre chez lui, je fais 2 ans chez Lucas Carton et pareil, je me démonte, j'y vais. Maison Lucas Carton aussi, très très belle maison. Bon là, pareil, en termes de 6h30 en cuisine, 7h, on y va comme des tarés et on se noie dans le travail. C'est ce que je dis de toute façon, ça n'a jamais tué personne.
Il faut à un moment donné, il faut lâcher les chevaux, quoi. Donc je pars là-bas. Et 1 an et demi après, je lui dis, chef, je vais partir dans 3 mois. J'aimerais que vous me rendiez un service, vous me faites rentrer chez l'Ambroisie. Alors attendez, parce que pardon, hein, mais vous vous êtes quand même tapé une maison, donc Lucas Carton, il y a l'empreinte, Sang de Reims, c'est tout, c'est quand même une sacrée maison. Vous vous faites 1 an et demi, quasiment 2 ans dans cette maison-là. Vous y entrez avec l'idée d'aller dans la maison suivante. C'est-à-dire que vous vous dites, ok, là je vais passer 1 an et demi, 2 ans dans un endroit pour aller ailleurs, quoi. Voilà. Et vous vous défoncez dans cet endroit. Oui, parce qu'encore une fois, on n'a rien sans rien, quoi. Non, mais c'est bien de leur préciser parce que c'est quand même une sacrée... En fait, faut être conscient qu'à l'époque, rentrer dans un 3 étoiles, moi je suis rentré au Lucas Carton plus facilement que chez l'Ambroisie parce que le chef de la Tour d'Argent m'avait placé chez Lucas Carton. Ouais. On passait qu'avec des passes de chef, quoi. Mais ouais, mais et des recommandations. De se dire, je vais prendre 2 ans pour éventuellement, parce qu'il n'y a pas de certitude. Mais on était dans une époque où on switchait pas comme ça, quoi. On zappait pas, à un moment donné. Mais c'est pour ça que je mets le doigt dessus, parce que c'est symptomatique, quand même. La cuisine, c'est pas un tuto ou un téléchargement. J'arrête pas de le dire. C'est de la récurrence, de la pratique, de la constance. C'est les choses. Avant, on n'allait pas dans une maison pour faire 6 mois, 1 an, quoi. On y allait au minima pour 2 ans. Et c'est pour ça que je l'éclaire, parce que là, même vous dites, je vais passer 2 ans pour préparer éventuellement. Et vous n'avez aucune certitude en plus. Aucune. Donc vous demandez au chef, je demande au chef, vous pouvez m'aider? Et là... Il fait venir Jérôme Banquetel. Jérôme Banquetel vient chez Lucas Carton en cuisine pour regarder comment je travaille. Enfin, vous imaginez, quoi. À l'heure où maintenant, quand on a un CV, on n'a même pas limite des recommandations. Enfin, moi, je téléphone tout le temps. Ouais. Mais à l'époque, Bernard Pacaud envoie Jérôme Banquetel pour que Jérôme Banquetel me regarde bosser. Je vous imagine pas la pression. Puis Jérôme, moi, c'est un ami, hein. Mais il était déjà pas très souriant à l'époque. Il sait sourire, mais c'est pas un réflexe. Oui. Ah bah, croyez-moi qu'il a souri l'année dernière. Ouais. Il en a même pleuré, il m'a mis les larmes. Mais c'est vrai que il me regarde et moi, bon, je me dis, waouh, c'est tendu, quoi. Donc, il va voir le chef Bernard Pacaud. Et là, le chef, il dit, non, il est trop jeune, je prends pas pour l'instant. Donc, là, je suis dégoûté. Je redemande un rendez-vous 1 mois plus tard pour rencontrer Bernard Pacaud. Il me rencontre en taillant ses fleurs et il me dit, mais jeune homme, ici, c'est pas une école hôtelière, quoi. Vous avez 20 ans, 21 ans. Moi, il me faut un peu plus d'expérience, quoi. J'ai écouté, je repars, dégoûté chez moi. Dur. Ouais. Et là, j'en reçois un coup de fil. 3 semaines après, Jérôme Banquetel, par le biais de Frédéric Robert, dit non, mais c'est bon, il peut rentrer. Finalement, il y a une place. Donc, je rentre en septembre 2001. 10 jours avant le cataclysme new-yorkais. Donc je rentre et là, dur pour moi parce que c'est au final, c'est un accomplissement et en même temps, il y a un accomplissement, il y a gérer le stress de voir le chef en cuisine parce que le chef, il ouvre le restaurant, il était avec nous en cuisine. Hein. Ouais. Bernard Pacaud, il ouvrait le restaurant à 9h le matin. Donc, il fallait arriver, mais réveillé, quoi. Parce qu'après, fallait taper la journée. Ouais. Donc, c'est vrai que je rentre chez l'Ambroisie et je perds mes moyens. Je panique parce que je bosse à côté du chef. Donc pour moi, je bosse avec le maître, quoi. À la droite de Dieu. Et lui, je veux pas dire ça, je vais tomber dans un dogmatisme, mais c'est vrai que... Je l'ai dit pour vous. C'est vrai que, pour un gamin, pour moi, c'était l'accomplissement et en même temps, un accomplissement, mais en même temps, il fallait tout prouver. J'ai fait tomber plein de choses, j'ai cassé des assiettes, j'étais maladroit, je me tapais dans les murs. Paniqué, quoi, complet. Et c'est vrai que je décroche à cette époque-là, quasiment l'ulcère, quoi. Tous les matins, je me lève, je vomis du sang, quoi. Je perforais de l'œsophage, j'avais le ventre crispé, je dormais plus, c'était vraiment alors que le chef était très gentil, quoi. C'était vraiment une pression que je me mettais tout seul. Donc un jour, il s'aperçoit de ça, que j'étais tout blanc, que j'étais livide, quoi. J'avais perdu, là, par rapport à la Normandie, j'avais perdu 15 kilos. Donc j'étais arrivé sur 1m83, je faisais 68 kilos, quoi. C'était rien à voir avec maintenant. Vous pouvez en convenir. Donc, j'ai rien dit. Donc, si vous voulez, il s'aperçoit de ça. Donc, il y avait un docteur qui était de Place des Vosges, qui était un de ses amis. Il m'envoie chez ce docteur. Le docteur me fait une fibroscopie. Et là, il se rend compte que je suis sous un ulcère et que c'est très compliqué et que il téléphone au chef. Et ce que je savais pas, c'est que Bernard Pacaud était un petit peu hypocondriaque quand même. Donc, quand il s'est rendu compte de ça, le docteur lui dit, mais tu lui mets la pression pour qu'il soit comme ça et tout. Le chef, il ne met pas du tout.
Donc ce jour-là, Bernard Pacaud décide de... Parce que moi, je veux pas être en arrêt. Donc je continue à bosser, blanc comme un cachet. Et là, il me dit l'après-midi, tu rentres pas chez toi, tu vas venir avec moi. C'était un jeudi, je me rappellerai toute ma vie. On va au bois de Vincennes et il me sort un jeu de pétanque et il me dit vas-y, on va faire une partie de pétanque. Moi, j'aime bien la pétanque. Et j'ai fait de la pétanque avec lui tout l'après-midi. Et on a fait ça pendant un an, quoi. C'est-à-dire que 2 ou 3 après-midi par semaine, on jouait à la pétanque. Et parce que moi j'aimais bien la pétanque en vacances, tout ça. Bon, bref, pas plus. Bon, c'était pas mon sport, quoi. Mais et ce jour-là, je me suis rendu compte au final. Non, ce jour-là, non, mais avec rétrospectivement, il a tout simplement essayé de démystifier le chef, quoi. Ouais. Et c'est hyper impressionnant qu'un homme comme ça, qui représente ça, vous êtes rien pour lui. Il a pas besoin de faire. Enfin, il a pas à faire ça. Il a pas. Chez beaucoup de chefs, on représentait rien, mais pas chez lui. Mais c'est quelque chose quand même. Hein. Bien sûr. Pour moi, c'est avec mon maître d'apprentissage, ça restera le plus grand parce que au final, c'est quelqu'un qui avait énormément d'empathie. Lui aussi sortait de la DAS. Donc, il avait un respect pour l'homme et pour ses convives et pour beaucoup de choses. C'est vrai que là, on rentrait dans une maison avec le patron aux commandes et il respectait pas, il nous respectait, il nous payait, on avait les pourboires. Le samedi, on avait un apéritif avant le service. Enfin, on avait des pourboires, quoi. À l'époque, les cuisiniers, des pourboires, royaux, quoi. C'est pas le passe. C'était, voilà. Donc là, on rentre dans une maison comme ça et... Mais c'est un truc quand même de se retrouver, vous le disiez, déjà vous êtes à côté de lui, c'est hyper impressionnant. Et là, quelque part, vous vivez des moments privilégiés que d'autres ne vivent pas forcément, où vous êtes en tête à tête avec lui, en train de jouer à la pétanque, c'est cool, quoi. Mais surtout, il m'a fait comprendre ce jour-là que j'avais bien compris que qu'il me manquait du niveau quand même. Par rapport aux autres, ils avaient un meilleur niveau que moi, j'étais le plus jeune. Puis ils étaient en place, ils connaissaient l'endroit. Les gars, il y avait Jérôme Banquetel, quoi. Il y avait Aki qui avait 15 ans de maison déjà. Il y avait... Bon, moi, j'arrive, le jeune qui renversait tout par terre, qui était maladroit. Je faisais des volailles, j'en mettais plein les murs. Enfin, c'était... Et petit à petit, en fait, j'ai travaillé sur ça, grâce aussi à l'apprentissage de Jérôme Banquetel. Jérôme Banquetel m'a pas mal coaché, quoi. Il m'a dégrossi, le chef à côté. Enfin, j'étais entouré de deux grands cuisiniers, quoi, dont Bernard Pacaud. On n'en parle même pas. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, il a réussi à appuyer sur un bouton chez moi, c'est-à-dire détends-toi, décompresse, quoi. Ouais. Et c'est vrai, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à faire tous les postes chez Lamborghini. Je suis même passé en ça a fait son effet. Ouais, grave. Note médicale à tous ceux qui auraient un petit problème de stress et d'ulcère. Ouais. Pétanque, bon remède. Moi, je fais ça avec mes gars. Alors, je fais pas de pétanque, mais avec mes gars, dès que j'en ai un qui commence à être full, hop, viens avec moi. Alors, des fois, je leur fais faire de la plongée, du paddle, du VTT. Quand je sens que le gars, il commence à rupter et on le voit pas souvent, ça, en fait. Là, j'ai encore un garçon, il y a pas longtemps, tout allait bien, le sourire. Puis un jour, il a fondu l'alarme dans le bureau parce qu'il... au final, les nerfs lâchés, quoi. On s'en rend pas compte des fois. On travaille vachement sous pression aussi, et on a beau être à côté d'eux. Moi, je blague pas mal aussi avec eux. Maintenant, il y a le service, c'est des moments un peu tendus, mais on voit pas toujours ça. Bien sûr. Donc, et puis comme vous à l'époque, parfois on se la met tout seul la pression. Enfin, voilà. Ah bah oui, on se la met tout seul. Inconsciemment, on se met des pressions des fois inutiles parce qu'on rentre aussi pareil. Les chefs avant, c'était, il y a des chefs moi, au bout d'un an, ils connaissaient toujours pas mon prénom, quoi. Ouais. Là, on arrive chez un bonhomme qui vous prend dans sa BM, on va faire des parties de pétanque, qui arrive en cuisine, qui vous fait le café. Le matin, il faisait les cafés pour ses cuisiniers, quoi. Là, je prends un truc, je prends une claque, mais immense. C'est hyper intéressant en termes d'apprentissage quand même, hein. Sur la cuisine, c'est énorme. Sur l'humain, c'est énorme aussi parce qu'au final, Frédéric Robert, quand il m'a fait rentrer chez Lamborghini, il m'a dit cette phrase, il m'a dit, je te fais rentrer trop tôt dans cette maison. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, parce que quand tu ressors de Lamborghini, tu ressors plus pareil. Il m'a vraiment, et c'est maintenant que je comprends cette phrase où, quand j'étais chez Lamborghini, au bout de 3 ans et demi, je pars, je décide d'aller au Bristol parce que je voulais faire une autre maison. Ouais. 3 ans et demi, bon. Pas facile de partir quand même, non? J'imagine. Non, parce c'est que pas le facile, lien, il doit être affectif, ça doit dépasser beaucoup de choses. Oui, et puis vous êtes chez Lamborghini. Lamborghini, moi je viens d'un petit village de 7000 habitants. Quand vous travaillez chez Lamborghini, vous êtes à la place des Vosges. L'après-midi, vous allez sur un petit banc dans le square. Enfin, il y a pas de bruit, c'est calme, c'est de l'apaisement dans Paris, quoi. Et là, je décide d'aller au Bristol. Alors moi, Eric Fréchon, c'est quelqu'un qui m'attirait beaucoup, et c'est vrai que j'ai aimé, mais je suis resté 1 an parce que j'ai pris une trop grosse claque, quoi. Je suis passé de 5 cuisiniers à 25. Comment ça s'est passé, le fait de quitter Bernard Pacaud, qui avait ce lien avec vous et qui vous avait quelque part aussi pris sous son aile à un moment où c'était il avait été déçu. Il a été déçu à l'époque. Il m'avait dit, c'est pas possible, tu zappes, tu te rends compte, t'avais encore ça à faire.
Puis on est con quand on est jeune. On se dit à un moment donné, ouais mais chef, vous allez voir, moi il faut que je fasse aussi autre chose. Alors à l'heure où maintenant, moi j'avais fait 3 ans et demi. Ouais. Parce qu'à l'époque en cuisine, il devait y avoir des gars qui étaient là depuis 10-15 ans. Ah bah oui, Aki, il avait 15-18 ans de maison. Ouais. Jérôme, il est parti en plus parce qu'à un moment il s'est senti obligé quasiment de partir. Il serait presque pas. Il le dit d'ailleurs, il serait presque resté lui. Enfin. Bah oui, il serait resté, mais c'est ça le truc, c'est que finalement l'Ambroisie c'est une maison où on peut y rester toute une vie. Ouais. Enfin, moi j'ai Pascal Veto qui est un ami, c'est le directeur de salle de l'Ambroisie. Mais comment voulez-vous partir, quoi? À un moment donné, c'est une maison à taille humaine avec les patrons qui sont là. Ouais. Vous avez une super belle clientèle. Vous avez un chef qui est accessible. Vous avez des vacances, des vacances en février, des vacances à Noël, des vacances au mois d'août. Vous avez dimanche, lundi. Vous avez pas un bonhomme qui est là pour bourrer son restaurant, pour faire du chiffre. Vous avez un bonhomme qui respecte et qui paye ses employés, Et à un moment donné, on n'a plus envie de partir de ces maisons-là. Mais en même temps, moi, à mon âge, je me suis dit, c'est danger. Il faut que je fasse aussi autre chose. Il faut que je voie de l'hôtel. Donc, Fréchon. Voilà. Et vraiment, j'aime beaucoup le personnage. Le personnage, c'est devenu, moi, un ami. Je l'appelle toujours chef, il gueule, mais c'est devenu quelqu'un d'important aussi à mes yeux. Mais c'est vrai que la structure, en fait, elle m'écrasait. Ouais. Premier jour où j'arrive dans les vestiaires, il y avait 250 vestiaires, quoi. Pour les garçons, il y avait. C'est-à-dire qu'il y a plein de tables au Bristol déjà, d'une part, et les brigades, elles sont. Enfin, il y a des immense. Il y a des tables. Je me rappelle, le premier jour, je me trompe, j'arrive chez le fleuriste, il y avait un fleuriste dans l'hôtel. Enfin, des trucs où moi, je suis perdu total, quoi. Ouais. La cuisine me plaît beaucoup, donc j'y reste quasiment 1 an, 10 mois, 11 mois. Mais je dis au chef, je suis désolé, je vais repartir, quoi. À l'époque, il était déçu aussi. Ça fait qu'1 an, quoi, même pas. Mais je pouvais pas, j'y arrivais pas, la structure. Je ne trouvais pas dans cette ambiance. Trop de personnel, trop de. Voilà. C'est énorme. Donc je repars chez l'Ambroisie. Ah oui. Ouais. Je retourne chez l'Ambroisie et quand je retourne chez l'Ambroisie, bon déjà le chef il m'accepte et c'est la seule fois qu'il a accepté un cuisinier qui part et qui revienne, donc je reviens. Et là, après, c'était différent parce que Mathieu Paco, son fils, était revenu. Et moi, j'arrive et c'est vrai que après, c'est une ambiance différente et c'est tout à fait logique. Je veux dire, le fils du patron revient. Il y a un moment donné, c'est à lui la place, quoi. Donc moi, je fais mon temps. À l'époque, on se charcle un peu avec Mathieu parce que moi, c'est un ami maintenant. Hein. Mathieu, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à l'époque, on est 2 petits coqs là, en train de se renifler tous les jours. Lui, il a sa légitimité, quoi. C'est la maison de son père. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire, quoi. On s'entend, on fait des bringues ensemble, mais en cuisine, c'est 2 coqs, quoi. Donc, à tel point un jour qu'on s'engueule en cuisine et le chef nous attrape, il dit je vais vous virer tous les 2. Et je réfléchis et 1 semaine après, je vais voir le chef. Je fais chef, c'est au bout de 8-9 mois, 1 an, même pas. J'ai chef, non, c'est pas à Mathieu de partir, c'est à moi, c'est normal, écoutez. Donc bon. On en rigole aujourd'hui quand même, et vous en avez fini par partir en fait. Ouais. Oui, parce que c'est un métier qui est déjà assez compliqué. Quand il y a ça qui s'additionne, c'est plus possible, on n'y prend plus de plaisir. Moi, j'ai déjà beaucoup de mal à travailler dans une mauvaise ambiance. Alors avec Mathieu, on se disait les choses, mais c'est vrai que je me sentais plus. Vous savez, quand on part d'une maison et qu'on revient, c'est jamais pareil, non. Ouais. Alors là, c'était vraiment devenu. On veut retrouver un truc et c'est plus le truc n'existe plus. Voilà, c'était différent. Jérôme était un peu plus sur il cherchait aussi sa place. Il était un peu pas sur le retrait, mais bon, il arrivait à 7-8 ans de maison. Ouais. Donc je me dis, c'est quoi le prochain objectif? Tiens, une cuisine du Sud, quoi. Je vais goûter cette cuisine. Je vais goûter. Je vais surtout l'apprendre, la cuisine méditerranéenne. Pourquoi vous avez cette envie à ce moment-là? Parce que là, vous la voyez, vous la. Encore une fois, les livres, les revues, les trucs, enfin, on s'intéresse. C'est ça qui est déroutant parce que maintenant, moi, je vois des fois, on a des gamins, ils ont l'accès à l'internet, ils ont tout. Enfin, ils peuvent. L'année dernière, j'avais un cuisinier, je lui ai demandé, cite-moi, 5 restaurants 3 étoiles. Le mec, il m'en a cité 2. Dans les 2, il y avait la Villa Madi et un autre. Et après, ça les faisait rire. Mais vous rendez compte que nous, à l'époque, je parle comme un vieux réac. Nous, à l'époque, pour voir la carte d'un restaurant, il fallait prendre son scooter, le métro et aller regarder la carte de Christian Constant au violon d'Ingres ou comment le Plaza Athénée, ce qu'ils font à la carte. Maintenant, on appuie sur des boutons et c'est fini. Donc nous, à l'époque, qu'est-ce qu'on avait? Il y avait le bouquin de Alain Ducasse Méditerranée. Moi, je trouvais ça exceptionnel. Puis il y avait toutes ces revues où il y avait les chefs à l'époque. Il y avait les frères Lorca au Negresco. Il y avait plein de trucs qui étaient hyper intéressants. Ou Jean-Marc Delacour à la Chèvre d'Or. Enfin. Christophe Cussac à la réserve de Beaulieu, enfin tous ces trucs-là.
Quelle petite constellation méditerranéenne comme ça pour vous qui commence à se dessiner. Puis surtout, on y voit une cuisine beaucoup plus territoriale, beaucoup plus voilà. Et je me dis, c'est différent de Paris. On est dans un truc encore plus singulier. Ouais. C'est bon, bah, je vais essayer. Alors, mon pote Arnaud part à la réserve de Beaulieu. Je viens le rencontrer une fois. Je vois cet établissement. Je retourne sur Paris. Et à Paris, au retour, je me dis, mais non, en fait, il y a un truc que j'avais pas trop compris dans la vie, c'est qu'il y a des régions en France où il y a du soleil. Parce que le bon Normand que je suis. C'est vrai, quand on vient de Normandie et qu'on enchaîne à Paris, à un moment, on peut douter. On peut douter de ça. On est habitué. La peau s'y fait, le cuir. Et là, on arrive dans le sud et on se dit, mais en fait, il fait beau tous les jours. Tiens, voir les produits, le soleil, le truc, la mer. Et je me dis, bah, il y a pas mal de planètes alignées. Je vais rentrer à la réserve de Beaulieu. Je reste à la réserve de Beaulieu 3 ans. Bah, je fais une rencontre avec un chef techniquement très fort, mais on s'entend pas. Ouais. Un petit peu à l'ancienne. Bon, bref, je décide au bout de 2 ans, quand je viens de rencontrer ma copine, donc ma future épouse Marielle, je décide de partir. Vous la rencontrez sur place là-bas? Je la rencontre à la réserve de Beaulieu, ouais. D'accord. Et je décide de partir. Je lui dis, écoute, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, mais là, je supporte plus les turnovers comme ça. Enfin, ouais. Je veux partir. J'en ai marre. Je veux faire un break. Et à 27 ans, je décide d'arrêter la gastronomie. Je sais pas, c'est des accumulations peut-être de pression, de ci, de ça, où je m'y retrouve plus, où je suis en plein questionnement. Ouais, je suis en plein questionnement. Je me dis, mais en fait, je suis peut-être pas fait pour ça. Sur une brigade de 11 cuisiniers, on avait 44 démissions par an. Enfin, des trucs où je me dis, merde, est-ce que le métier c'est ça vraiment? Ou moi, j'étais encore dans mon truc avec ma maman, le maître d'apprentissage, Bernard Paco, ouais. Accessibilité, empathie. Petite maison, ouais, voilà, des trucs un peu plus humains. Et là, j'arrive dans ce truc-là où au bout d'un moment, je perds pas mal de potes parce qu'ils démissionnent tous. Donc, je me dis, bah moi aussi, je m'en vais, j'en ai marre. Et je postule à l'Eden Rock, à Saint-Barth. Ils ont pas de place, mais le chef veut absolument que je vienne, donc il me met communard. Communard, c'est le gars qui fait à manger au personnel. D'accord, ok. Grosse dégringolade. Donc je passe de chef adjoint à 2 étoiles. Vous acceptez parce que changement d'air. Ouais, parce que j'en ai marre. Ça va être, parce que j'en ai marre, parce que ça fait déjà 2-3 ans que ça me trottait, où je me disais, merde, si je trouvais ça trop carriériste en fait, le métier. La vision peut-être d'il y a 20-25 ans, c'était faut écraser les autres pour y arriver. C'est vrai que je m'y retrouvais plus, donc je pars là-bas à Saint-Barth, décrochage total. Marielle était quand même maître d'hôtel à la réserve de Beaulieu. Elle se retrouve serveuse au sandbar, à envoyer des burgers, des salades, des trucs. Sur le CV, c'est moins sexy. C'est moins sexy, mais pour le mental, c'est costaud parce que là, ça remet l'église au centre du village en fait. On se dit, pour une fois, on commençait à avoir une vie sociale. Moi, je m'étais acheté un jet à bras. Je faisais pas mal de sport, du tennis, des trucs comme ça. Je faisais des journées. Je commençais à 7h le matin, je finissais à 15 ou 16h, un truc dans le genre. Donc j'avais une vie sociale, mais en même temps, je me rendais vite compte que je m'embêtais, quoi. Le soir à 8h30, je me disais, mais merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Ouais. Ah ouais, j'ai fait mon tennis, j'ai fait le revers du truc. J'ai fait le tour. Une espèce d'addiction. Ouais. Une fois qu'on y est. L'adrénaline. Ouais. L'adrénaline, ça manquait. Alors, je fais le personnel pendant 2 mois, mais au bout de 2 mois, le chef, Jean-Claude Dufour, qui est un ami depuis, se rend vite compte que le personnel commence à être bon et que il y avait un chef en production qu'il fallait peut-être sortir pour me placer moi chef de production. Donc, au bout de 2 mois, je me retrouve chef de production des 2 restaurants, du gastronomique et du machin, et du bistrot du midi. Donc, là, j'ai une belle augmentation, tout ça. On a un super cadre de vie, hein. J'habite dans une petite villa à 30 mètres du lagon. Enfin, je prends mon jet à bras l'après-midi, je vais faire un tour, je reviens, tennis, tout va bien, mais il y a un truc qui manque, quoi. Je me dis. C'est le paradoxe de ce truc, hein, quand même. Hein. Ouais. On le quitte parce qu'on se fait taper, on se fait brasser, on n'en peut plus, et en même temps, dès qu'on s'en éloigne un petit peu, on se dit. Ouais, ça manque.
Et moi, c'est là où ce métier m'a fait aussi, c'est cette adrénaline. C'est là où je me suis à un moment donné rangé dans une certaine case, parce que j'en sors toujours de cette case, mais ça m'a canalisé. Et là, je me retrouve à Saint-Barth, où c'est un petit caillou de 6 km sur 4. Au bout d'un moment, ouais, c'est super. On fait le tour du caillou et je me rends vite compte que il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui viennent pour faire un bout de temps, puis il y a ceux qui se retrouvent dans une prison dorée et qui sont. J'y arrivais pas en fait. Je me suis dit non, c'est pas possible. Ouais. Au bout d'un moment, j'étais toujours de toute façon en contact avec Arnaud Donquel, Frédéric Robert, Jérôme Mantel et Arnaud voulait pas que je parte là-bas. Il m'a dit non mais tu pars pas là-bas, et tu te rends compte, machin. J'ai dit écoute si, je pars parce que voilà, j'en peux plus. Arnaud Donquel, donc le chef de la Pinède à l'époque. On se connaissait parce que c'était les deux maisons du groupe de Lyon. Et c'est vrai que il me retéléphone 1 an et demi après pour me dire tu vois le gars qui t'a fait partir, c'est lui qui est parti. Donc le patron, Monsieur de Lyon, veut que tu reviennes. En tant que chef adjoint, il y aura un chef qui sera en place pour remplacer et il veut absolument que tu sois là. Au bout de 5 minutes, je fais OK. J'ai dit c'est bon, je serai là le 21 mars. Ou 22 mars 2009. Alors chérie, j'ai un petit changement de programme. Voilà, mais de toute façon, j'ai une épouse. Je savais aussi que elle se voyait pas toute sa vie faire ça. Ouais, il fallait. Marielle, elle a un CV plus gros que le mien. J'ai une épouse qui a travaillé qui a fait ses classes chez Michel Bras, Michel Guérard, Marc Vera, Martine Barasategui, l'Angleterre. Je savais bien que de toute façon, que si je lui disais, elle serait contente. Et quand je lui dis ça, elle me dit OK. Donc on vend les machines à laver, les véhicules, le jet à bras, tout. Allez, merci, au revoir. Et voilà, 3 semaines après, on est de retour à la réserve de Beaulieu. Où là, il y a un chef qui arrive 3 semaines après moi, mais ça matche pas avec le patron. Donc le patron me dit Dimitri, vous allez faire la saison tout seul. Donc première ligne, boum. Ouais, première ligne, pardon. Et là, je prends pas de congé pendant 2-3 mois, je m'en rappelle. J'y vais comme un taré parce que pour moi c'est encore une fois, voilà le métier, ce qui m'a apporté une chance. Encore une fois, le métier me donne encore une chance de m'en sortir. Peu importe les conditions, je me suis dit il faut que je saisisse cette occasion. Donc je travaille comme un dingue, je fais la saison et en octobre un autre chef arrive parce que moi j'avais 29 ans. Ouais. Le patron, c'est quand même un sacré bateau, bien sûr. la réserve de Beaulieu. Donc il met un chef, Olivier Sanson, avec qui je suis super bien entendu. Donc Olivier arrive, je fais la passation avec lui, puis je lui dis au bout de 3-4 mois, Olivier, je voulais te dire, là je vais partir à mon avis dans 3-4 mois, je cherche un poste de chef. Voilà, j'ai 29 ans, faut que je me lance. Il dit attends, écoute. Alors il me fait améliorer mes conditions encore et tout le reste, mais ça m'a jamais trop matché. C'est chez moi ça, les conditions, les machins. J'y vais par, c'est complètement irrationnel, hein, mais de toute façon les passions sont irrationnelles. Je dis non, mais c'est pas le bifton en plus qui va faire que il faut maintenant que je m'émancipe. C'est ce que je veux, c'est ça maintenant. C'est ça maintenant, ce que je veux. J'ai pas de temps à perdre. Je dirais pas que j'ai perdu du temps à Saint-Barth, ça m'a permis de me recentrer. Mais c'est vrai que et puis de se remplumer aussi, de se remplumer certainement. Complètement. J'avais repris le sport, j'ai repris tout ça et je suis arrivé. Ouais, et puis je pense que toute dégringolade fait qu'à un moment donné, quand on est bien en bas, quand on se relève, franchement, on est beaucoup plus fort. Les échecs, c'est vraiment des diplômes pour le coup, quoi. Et moi, je m'en suis aperçu à cet âge-là. Parce que j'ai toujours foncé tête baissée et là j'ai vécu ma première grosse claque professionnelle, c'était là. Donc je reviens et Olivier Sanson me dit tu sais, moi je vais pas rester, je veux que ce soit toi qui me remplace. Je dis mais ça c'est le patron qui va le décider, moi je suis qu'un petit con de 29 ans, la réserve de Beaulieu c'est un bateau de 120 employés, 2 étoiles Michelin, service piscine, room service, une vingtaine de cuisiniers. Petit paquebot ou voilà. Donc le monsieur de Lyon me confie les rênes de la réserve de Beaulieu. Il m'a dit Dimitri, vous avez 2 minutes pour décider. Je vais écoutez, bien sûr j'y vais quoi. C'était une petite revanche pour moi d'avoir repris le navire parce que c'était une maison qui m'avait vu partir à cause de certaines choses. Et là, je me suis dit, là, je vais prouver à beaucoup de gens que je suis capable par le travail et par
là, c'était vraiment pas le sacerdoce, mais l'abnégation, y arriver, quoi. Donc je pars à fond la caisse avec mon épouse qui me rejoint d'ailleurs. Elle finit sous-directrice de salle avec Roger Ed. Et moi, je reprends la réserve dans son intégralité. Ça dure 2 ans. Maintien les 2 étoiles pendant 2 ans. Mais au bout d'un an et demi déjà, je me dis c'est pas ce que je veux. Je me dis c'est des gros navires. Je veux dire, il y a de la cuisine gastronomique, il y a service piscine, room service, banquet, machin, le personnel, la direction. C'est hyper formateur, mais c'était pas dans ce que je voulais exactement en fait. Je voulais quelque chose de plus singulier. Je voulais vraiment un restaurant. Mais vous vous dites pas my God, j'ai accepté, je peux pas m'autoriser cette pensée. Non, vous vous dites non, parce que en fait, on fait un métier où à un moment donné, alors dans le respect du patron, je lui ai fait comprendre que j'allais partir, mais on part pas du jour au lendemain. Mais on lui fait comprendre. Donc bon, ça s'est bien passé. Il a compris et surtout en fait Arnaud, mon ami Arnaud de la Pinède à l'époque, la Vague d'Or maintenant, me téléphone en me disant écoute, il y a une maison qu'on m'a proposée qui s'appelle la Villa Madi. Il m'a dit honnêtement faut que tu ailles voir parce que moi je vais pas le prendre parce que je suis à la Pinède et je sens que il me le dit pas à l'époque parce qu'il est très humble, mais il me fait comprendre qu'il a un truc à faire. Il me dit, écoute, va voir cette maison. Je vais voir la maison. Ce que je savais pas à l'époque, c'est que Marielle était enceinte. Bon, bref, on dit, banco, on y va. La maison qui avait frôlé la liquidation, qui a été reprise par Jean Bourdillon, le propriétaire des murs, qui est mon associé maintenant. Mais lui, il s'occupe pas du tout de l'organisation. C'est quelqu'un qui au passage a sauvé des emplois et s'est dit, bon, bah, on va faire un projet, quoi. Donc, toujours sur le littoral, c'est là où on est aujourd'hui. Donc, on est vraiment les pieds dans l'eau aussi. Ah oui, on est les pieds dans l'eau. Puis il y a surtout l'âme de la maison en fait, la situation géographique, plein de choses. Et puis encore une fois, qu'est-ce que vous vous dites quand vous la découvrez à 2 pour le coup, cette situation, cette adresse-là. Qu'est-ce que vous vous dites quand pour la première fois vous arrivez et que vous découvrez la Villa Madi? Bah déjà on s'assoit parce que on peut être que sur le cul avec une vue pareille. Moi je regarde un petit peu, je me dis bon bah il y aura forcément des travaux, des choses à faire, mais j'y crois dur comme fer. Alors cette maison, on est sur la baie, faut le décrire pour les gens qui n'auraient pas la chance. On est sur la baie, dans une anse, juste au pied du Cap Canaille. Eau turquoise et croyez-moi, je fais assez de plongée pour vous dire que en dessous c'est aussi beau. Donc je me pose pas trop de questions. Alors je sais que l'établissement a été proposé à beaucoup de chefs, 2, 3 étoiles. Les mecs ils ont tous refusé parce que les chiffres étaient à l'époque catastrophiques. Donc tout ça c'est vrai que voilà, on reprend la maison. Première année, on fait pas les chiffres, on est complètement à côté, on perd des dizaines de milliers d'euros. Et j'ai un associé qui me dit, bon, c'est pas un mécène, mais c'est un associé qui me dit, Dimitri, vous inquiétez pas, on y va, il faut y croire et je lâche pas. De toute façon, pour moi, il y a pas de. Et ce qu'il aime beaucoup chez moi, c'est que j'ai toujours considéré que j'étais tout seul et que j'avais pas le droit de perdre de l'argent. Ouais, donc, c'est chez vous. Voilà, c'est chez moi. Alors il arrête pas de me le dire à chaque fois. Il me dit, je dis non, j'ai pas les murs. Il me dit oui, mais c'est vous qui dirigez la Villa Madi. Moi, donc et c'est vrai que on y va et donc on arrive en janvier 2013. On fait toute l'année. Je me retrouve au poste de la viande, plein de démissions, poste du poisson. J'ai toute l'ancienne brigade qui démissionne. On se retrouve avec mon fidèle acolyte Aurélien Cantrel qui me suit maintenant depuis 16 ans. Il était avec moi à la réserve de Beaulieu. Il me suit dans la folie. J'ai un bébé d'1 mois qui vient d'arriver, Hugo. On se pose même pas de questions. On prend un appartement de 55 mètres carrés. Je vais la mener un jour cette étude parce qu'il y a tout le temps les chefs quand ils arrivent au moment clé du truc. Ouais, il y a la bonne idée de faire ça. Ouais. c'est hallucinant. Je le dis à chaque fois, mais c'est plus facile. Ouais, plus facile. Ouais. Donc là, pendant 1 an, ma belle-mère, elle vient carrément habiter chez nous et elle s'occupe de mon petit parce que Marielle, le soir, rentre à 1h30, 2h du matin, quoi. Et c'est vrai que tout ça, c'est pour ça que on fait rien tout seul. Je veux dire, on a des collaborateurs. Nous, on a une famille sur les côtés. C'est des gens qui nous ont toujours aidés, pas financièrement, qui nous ont toujours aidés beaucoup plus intéressants, c'est-à-dire psychologiquement. On est là. Ils se sont battus avec nous. Et c'est vrai que bon voilà, on finit 2013. Je vous en parle, ça me met toujours beaucoup d'émotions. On finit 2013 et là on se réveille en 2014 et en janvier, on ouvre le restaurant le 4 février. Il y a pas de clients. Il y a pas de clients dans le restaurant. On se dit oh là là, purée, ça va être compliqué. Il y a 24 CDI. On se dit mon Dieu. Mais je me pose même pas rétrospectivement. parce qu'en fait, c'était une maison qui
bon, il y avait eu un ancien qui avait tenu cette maison. Ça avait pas très bien matché. Il y avait eu pas mal de déceptions en termes de cuisine parce que il avait vécu des passages un peu délicats dans sa vie. Et c'est vrai que les clients, vous savez, quand vous les ratez, vous mettez 15 ans à les retrouver, quoi. Ouais. J'arrête pas de dire aux cuisiniers, si on arrive à faire des gens heureux, on peut finalement gagner 3-4 clients. Mais vous décevez une personne, vous en perdez 15 ou 20. Et pas de clients dans le restaurant. Pendant 3 semaines, pas de clients. Je me dis, bon, des 4, des 6 couverts, des 8 couverts le soir, le midi, pas grand-chose. My God. Donc au final, un soir, je me rappellerai toute ma vie, c'était un 18 février 2014, 2 clients dans le restaurant. J'ai dit à Marielle, mais faut qu'on téléphone aux gens, c'est pas possible, ils peuvent pas venir ce soir, je leur offre le menu demain, mais on peut pas avoir 2 clients dans un restaurant. On me dit, écoute, ils veulent absolument venir. J'ai dit, ok, on ouvre le restaurant, ils arrivent, et là, Marielle vient me voir, elle me dit, écoute, je suis sûr, c'est de Michelin. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, le Michelin? Il sort dans une semaine. Moi, il y avait une étoile dans l'établissement. Je me dis, je vais repartir à 0. Enfin, il n'y a pas de sujet. Donc, je fais la cuisine. Ça faisait 1 an qu'on était là. Je vais en salle. C'est quoi le profil en salle? C'est un couple? Non, c'est deux hommes. D'accord. Qui, à la fin du repas, demandent à voir le chef. Donc, Marielle, elle a toujours un petit peu ce radar, je sais pas, son côté aveyronais, mais elle me dit, je sens que c'est le profil. J'ai dit, écoute, on va voir. Je fais mes plats comme d'habitude. Et là, je tombe sur le directeur de Michelin avec un inspecteur qui me disent... qui se présente. Qui se présente. Ils me disent, on aimerait vous voir dans une semaine à Paris. Parce que c'est la manifestation du Michelin, c'est tout ça. J'ai écouté, ça va pas être possible, quoi. Moi, j'ai le bistrot là-haut à l'étage. J'ai tout seul, je faisais du 7/7. Ouais. Je peux pas. Faut que mes employés prennent des congés. C'est pas possible, quoi. Mais je comprendrai. Vous savez, moi, je redémarre. L'année prochaine, peut-être, je vais essayer. Non, c'est cette année. On veut vous voir. Je vais être très franc avec vous. Il m'annonce quand même que parce que je lui refuse 3-4 fois quand même. Je dis non, mais je peux pas venir. Faut comprendre. Il me dit non, mais écoutez. Vous allez venir pour votre 2e étoile ou pas? Et là, mais les jambes qui flagellent dans tous les sens, l'émotion qui me prend, je savais plus parler, je bégayais, j'ai mais non, en même temps je me dis mais il faut que mon second il se repose. Dans des moments comme ça, Aurélien il me regarde, il dit vous êtes complètement taré de penser ça, c'est pas possible. Chef, on a 2 étoiles quoi. Donc bon, je rentre à la maison, je téléphone à ma mère le soir à 11h30. Je lui dis maman, j'ai 2 étoiles. Et là, elle était dans le coltard, elle me dit oui. Et toi, sinon ça va? Ma mère réalisait pas. Elle réalisait pas qu'elle m'avait fait inconsciemment ou consciemment pour que je fasse ça. Et le jour où je lui annonce que j'ai 2 étoiles, elle me dit oui, d'accord. Bon. Et toi, sinon ça va? Enfin, le truc complètement à côté. Ou pas du tout, justement. Oui, non, mais une maman, parce quoi. que ce qui lui compte, c'est ça. Ce qui compte pour elle, c'est ça. C'est bien, t'es 2 étoiles, mais toi, ça va. Mais ouais. Et on monte 4 ou 5 jours après à Paris. Et là, à l'époque, j'arrivais pas à allonger un mot, quoi. J'étais paniqué, j'arrivais pas à tenir le micro. On fait monter sur scène. Bon, puis alors faut dire les choses comme elles le sont. Hein. Il y avait des challengers. Moi, j'étais clairement dans les outsiders, quoi. Ouais. C'était. Et vous l'envisagiez pas de toute façon à ce moment-là? Pas du tout une seconde. Pas du tout une seconde. Je n'imagine pas que après l'année que j'ai vécue où j'ai eu des arrêts, j'étais à la viande, j'étais au poisson, je faisais le chef de partie, le patron, le service technique, le RH, on y allait mais tête baissée comme des malades. Donc c'est vrai que boum, la 2e étoile qui arrive et là honnêtement elle a été salvatrice pour la maison parce que on faisait encore 1 année ou 2 comme ça et c'était fini pour nous. Et là, toute l'inertie, justement, de la clientèle qui, parce que Ouidir aurait mis 15 ans à revenir, là, d'un coup, il y a un coup de projecteur et tous les gens autour se disent, ah, mais là, en fait, il s'est passé un truc. Et on l'avait pas vu. C'est 25 à 30% de chiffre d'affaires en plus, quoi. Ouais.
Première année, il nous manque un bon 250, 300 000 euros quand même quand on finit l'année. Donc quand on a un truc comme ça qui nous arrive, en y repensant, c'est quelque chose qui nous a sauvés. C'est bon, Michelin, ils ont fait ça parce qu'ils avaient jugé l'expérience, machin. Mais ils sauvent pas les au-delà maisons. de tout ça, là, on se rend compte qu'avec Marielle, avec un enfant, tous les gens derrière nous, on marchait sur le fil du rasoir, quoi. C'était parce que vous deviez l'avoir. C'était écrit. Je suis pas, voilà, je suis l'outsider, je suis le gars qui a eu 2 étoiles, voilà, l'OVNI. Bon, ok, je retourne à la Madi et là, on travaille dans un objectif de pérenniser cette 2e étoile, mais de surtout d'avoir des clients qu'on veut revoir, de fidéliser les gens, d'installer quelque chose, de surclasser les habitués, de madame à l'accueil. Moi, je vais voir mes clients à la fin du repas, de créer une dimension, en fait, celle qui m'a toujours plu dans la restauration, que j'avais vécu finalement dans des dimensions différentes, mais en apprentissage et chez Bernard Paco, d'aubergiste, quoi, entre guillemets, de taulier. On va dépasser l'assiette, on va l'accompagner. Voilà, c'est ça. On va raconter un peu plus. Puis alors, on a, comme vous pouvez vous apercevoir, un cadre incroyable. Donc, il fallait qu'on colle à tout ça, qu'on essaie de faire rejaillir tout ça, en fait, et d'accompagner bien humblement l'écran. De se dire, bon, il faut coller une cuisine face à ça maintenant. Là, en fait, je suis déstabilisé à la 2e étoile. Je suis déstabilisé pendant 6 mois, 1 an. Je commence à faire des cuisines une cuisine où je montre les muscles et je me dis, ça y est, il faut y aller, il faut machin. Je commence à envoyer des assiettes en triptyque avec des satellites de partout. Regarde un petit peu mes muscles. Enfin, vraiment, ça part en démonstration. Et au final, mon épouse et mon second, un jour, ils viennent voir, on parle au café, ils me disent, mais franchement, grosso modo, ils me disent, on comprend plus rien, quoi. Pourquoi ça? En salle, mon épouse, elle me dit, en salle, ça crée de la difficulté, les serveurs sont perdus. Aurélien, c'est un Spetsnaz, hein, mon adjoint. Et là, il me dit, chef, franchement, moi, ça va, mais les cuisiniers, on les perd, quoi. Ils comprennent plus rien. C'était devenu de la guerre pendant le service, quoi. C'était vraiment, et j'ai un ami un jour, un journaliste, le journaliste du Point, à l'époque, Thibaut Dananché, qui est devenu un très bon ami, qui goûte ma cuisine, et à la fin du repas, il me dit, c'était vraiment très très bon. Il m'a dit, par contre, ça doit être un enfer de tes cuisines. Et j'ai dit, ah bon, pourquoi? Il dit, non, mais attends, il m'a dit, t'as vu tout le travail qu'il y a, là? Il me dit, tout ça, ça va très bien. Mais peut-être que si tu écrémais un peu tout ça, tu t'y retrouverais un peu mieux, tu prendrais plus de recul. Un peu de repli. Ok. Ouais, du repli, alors moi, je me dis, waouh, c'est quoi la merde, putain. Parce que c'est vertigineux. Ce qui est paradoxal, c'est que souvent en cuisine, c'est très vertigineux de se dire, attends, il faut que je replie un peu la voilure, mais comment je vais délivrer, comment je vais raconter les choses en réduisant le... En fait, il se passe du temps. Ça paraît presque il se passe 2 ans où je commence un petit peu je vacille, je retire des choses, mais j'ai peur que les clients soient déçus parce qu'il n'y en a plus autant dans l'assiette. Et un jour, je lis un livre d'un chef que j'adore, Pierre Gagnère, Le principe de l'émotion, ce livre. Et il raconte dans le livre que quand il avait 2 étoiles, il a été jusqu'à 2 étoiles sans quasiment goûter sa cuisine. Et un jour, il s'est décidé à s'asseoir et à goûter sa cuisine. Et c'est ça qui a fait qu'il a eu 3 étoiles. Et effectivement, on se rend pas compte en cuisine quand on est au démarrage. On fait les assiettes, on goûte comme ça, sur le pouce, au bout de la cuillère, une assiette, on la partage à 4. On n'est pas assis, on est dans le brouhaha. On n'a pas les mêmes dosages en cuisine que la sauce que le serveur va mettre en salle. Enfin, bref. Et je me décide cette année-là avec Marielle, je crois que c'était en 2017 ou 2018, ouais. J'ai dit, viens, je prends mon bloc Rodia et on va en salle, on va voir un peu toutes les conneries qu'il y a. Donc vous vous installez à table. Ouais, je m'installe à table, je fais une expérience client. On bossait pas l'hiver, le soir, donc je le fais. Et là, je prends une claque parce que je me dis, mais mon Dieu, quelle démonstration, c'est à côté du sujet en fait que j'aimerais évoquer. Je fais faire des trucs à mes cuisiniers, je fais mettre des herbes, ça arrive en salle, les herbes elles sont kaki parce que c'est dans une assiette chaude, les bouillons, je fais faire des trucs au serveur, démonstration, découpe, ça repart en cuisine, ça repart en salle, mais je me dis, mais mon Dieu, quel brouhaha, quel bordel. Enfin, et en fait, c'est 98% des conneries, c'est moi qui les fais au final. Je pense que un plat, il devient grand quand le retour, il est instantané et spontané. Donc, je suis toujours en train d'essayer de faire des nouveaux plats, mais je m'arrête à un plat quand vraiment il a 95-98%. C'est le strike. C'est la recherche du strike. La recherche du strike, tout le temps. J'arrête pas de dire
au serveur parce qu'on est tout le temps en connexion avec le personnel de salle. J'ai un directeur, Julien, qui nous suit maintenant depuis 6 ans. David, pareil, 6-7 ans aussi. Et c'est vrai que on recherche le strike. Et eux, ils me le disent, quand il y a des nouveaux qui arrivent, ah oui, ça y a beaucoup plus. Je fais, mais tu lui as demandé? Oui. Bah, j'ai dit, c'est pas bon. En fait. Il faut que ça soit spontané direct, en fait. Faut qu'il le une voit. Émotion. Enfin, quand vous goûtez un pain perdu, une tarte aux pommes sortie du four, je sais pas, une omelette aux truffes avec des pommes de terre croustillantes à l'intérieur, c'est direct, quoi, l'émotion. Il y a pas un grand plat, il est là, en fait. Et ça a toujours été, chez moi, ça a toujours été, mais ce que ça m'a appris au final, maintenant, en ayant fait cet essai en salle, c'est de prendre l'avis de tout le monde en considération et de rechercher le strike. Parce qu'au final, tout seul, on n'est rien du tout, on a l'impression que, mais ça m'a appris ce repas-là, c'est de me dire qu'au final, non, en fait, t'as rien compris. Comme vous avez renouvelé cette expérience, est-ce que petit à petit vous vous êtes donné des règles? Moi, j'entends souvent des cuisiniers me dire, par exemple, effectivement, ils aspirent tous et on aspire tous avec l'âge et l'expérience à ce fameux less is more. Est-ce qu'il y a des règles comme ça où vous dites ça s'en va? Comment vous enlevez des choses de l'assiette? C'est quoi? Est-ce que vous avez une grammaire avec le temps qui s'est développée? La grammaire, c'est la même grammaire que de jouer un instrument de musique au final. Je fais un peu de guitare électrique. Il y a un moment donné, les sons saturés à tout va en puissance, c'est bien. Et puis à un moment donné, on commence à se rendre compte que on a 100 possibilités. Et dans les 100 possibilités, on peut régler 1 millimètre à gauche, 1 millimètre à droite. Et on peut à un moment donné arriver vers quelque chose de beaucoup plus précis. Et c'est ce que je fais en fait maintenant. Moi, je goûte systématiquement tous les jours. Tous les jours, à 11h, je goûte toutes mes sauces froides. À 12h10, je goûte toutes mes sauces chaudes. On goûte toutes les préparations tous les jours avec Aurélien, qui maintenant, moi, il a mon palais. Donc, rien ne part de cette cuisine sans que ça soit goûté. Donc, je pense que la difficulté, elle est là. Elle est dans la mise constance. En place de la régularité. La régularité, la constance, de la récurrence. Et c'est pas... je pense pas que ça soit négatif en fait. C'est là où on s'améliore. Enfin, moi quand j'étais gamin, pour jouer des riffs de Metallica, j'en ai saigné les doigts quoi. J'ai joué avec des pansements sur les doigts parce que un accord, on n'arrive pas à le sortir une belle harmonie si à un moment donné on n'a pas travaillé dessus. Et c'est le principe de la course longue ce que vous décrivez, c'est-à-dire que voilà, au bout d'un moment, on finit par apprécier le fait de cette régularité, d'y retourner tout le temps, ce côté marathonien quoi. On n'est plus là à se dire comme dans les jeunes, faut faire des temps, faut faire du sprint, non. On habite un quotidien qui se répète. Ou alors, et on y attention à la répétition. C'est-à-dire que on a aussi à la Madi cette difficulté, c'est il y a des plats qui se répètent certainement, mais on a aussi beaucoup de changements. Là, je parlais du quotidien surtout. Le quotidien dans le contrôle. Effectivement, voilà. dans le contrôle. Le contrôle, c'est pour moi, voilà. Mais je veux surtout pas avoir des brigades de gamins. Et malheureusement, ce que je reprocherais, c'est que des fois, dans certains restaurants, il y a 5 ou 6 nouveaux plats à l'année. Nous, c'est pas possible. Cette semaine, on a des fraises des bois qui arrivent, on a ça, on a des morilles de France qui sont arrivées, on a trouvé des cèpes dans les Pyrénées. Du coup, ça tourne vite. Ouais, ça tourne, mais en fait, c'est là où notre difficulté elle est en tant que responsable, c'est de transmettre et surtout que le cahier des charges soit respecté parce que on a une promesse à tenir. Le client, il se déplace, il fait des centaines, voire des milliers de kilomètres. On doit à tout prix faire mouche. Et comment on place le curseur entre la rotation qu'on a envie d'imprimer à sa carte, le fait de faire entrer des nouveaux produits et en même temps cette nécessaire constance, régularité qu'on doit avoir en termes de qualité? On est habité par ça. Moi, je suis habité par ça. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense tout le temps cuisine et sans souffrance. C'est-à-dire que là, on est en connexion avec les producteurs. Ça continue. Le mec, tiens Dimitri, j'ai des morilles françaises, on a des cèpes des Pyrénées, il y a ça qui est arrivé. Tiens, il y a un Denti de 5 kilos qui est arrivé, il y a ça. Le disque dur, il est branché, quoi. On n'arrive pas dans une cuisine le matin à 8h30 en se disant, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Moi, ce matin, je suis arrivé, 8h30, avec Aurélien, on se parle même pas. J'ai Ilana, qui est ma seconde derrière Aurélien, qui est une fille incroyable. Ça fait maintenant 5 ans qu'elle est à mes côtés. Pareil, il n'y a plus besoin de se parler, c'est un tel plaisir de rire avec des gens comme ça. Donc on repart sur des recettes, on change, on modifie. Et petit à petit, il y a un ADN Villa Madi qui se construit, j'imagine. C'est ça. Mais l'ADN, c'est les serveurs, c'est l'accueil, c'est le sommelier, c'est le pâtissier, c'est aussi les plongeurs, c'est tout le monde. On a un cercle vertueux dans cette maison où à un moment donné, comme chez L'Ambroisie, chacun est considéré et qu'on a besoin de tout le monde. Alors j'ai aussi besoin de l'avis de tout le monde, pas tout le temps, mais j'ai aussi besoin de l'avis de tout le monde parce que il y a vraiment, moi je suis tout le temps habité par le doute. Il y a pas une journée où je me dis c'est bon, ça roule. Moi, à tous les services, j'ai le trac.
Parce que voilà, là ce midi, on va sortir les tartes au cèpe. Je fais un lapin avec des langoustines aussi, avec sémouri justement en question pour ce soir. J'ai des habitués. Les habitués, je veux pas qu'ils aient la même chose. Donc on reprend ce qu'ils ont mangé et je veux créer aussi un truc de différent. Donc tout ça, c'est des risques potentiels. Ah ouais, c'est des petits challenges qui. Puis c'est de l'humain qui travaille du vivant. Ouais. Enfin, je veux dire, faut pas l'oublier. On n'est pas derrière une machine à appuyer sur un bouton et voilà. Et c'est là où notre métier il est beau en fait. Comme j'arrête pas de leur dire. Quand on fait des services, des fois, c'est vrai que quand les bons ils arrivent et qu'il y a plein de trucs différents, des hors-cartes, des habitués, j'aime bien leur dire et on est content. Et les mecs ils répondent tous oui chef. Mais c'est ça en fait. J'essaie de leur créer une palette. Comme à la guitare, comme au piano, comme au violon. C'est sympa, Vivaldi, les 4 saisons, mais faut faire autre chose. Ouais. Et c'est ça la Champions League là, en l'occurrence. C'est quand justement il y a tous ces petits challenges, ces strates qui pourraient représenter à un moment des contraintes, mais qui sont justement là pour. C'est ça. Et bon, c'est des contraintes, mais non, c'est les contraintes de notre on les profession. Mais en même temps, j'arrête pas de leur dire. Je fais mon tour de salle des fois, je leur dis, les clients sont contents, les gars. Les clients sont contents. Tiens, attention, là, tu vois, là. J'étais en salle, j'ai vu une assiette partir. Bon, moi, je pars en salle quand j'ai tout mon salé qui est envoyé. Parce qu'après, moi, j'ai Christophe Gasper qui est pour moi un monstre en pâtisserie à mes côtés, qui lui envoie toute sa partition sucrée. Alors, c'est une partition que je valide avec lui. Bien sûr. Moi, je veux que l'écriture, elle soit logique entre l'arrivée et les toasts et les milliardises. On peut pas, à un moment donné, avoir la pâtisserie d'un tel ou d'un tel. C'est un travail de... Voilà, histoire commune aussi. Ouais. C'est une histoire commune. Il faut s'adapter. Je m'adapte à leur technique. On voit ça avec eux. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai jamais son niveau de pâtissier. Mais par contre, il faut que lui, quand il arrive dans une maison, et ça, elle l'a compris, il s'est vite adapté. C'est quelqu'un de très expérimenté et très humain. Il est arrivé ici, il a vite compris qu'à un moment donné, il y a une cohérence. Ouais, il faut s'aligner. Voilà. Moi, dans mes desserts, il y a des sauces, il y a et voilà. Et c'est là où c'est beau, c'est de voir. Souvent, je prends en photo les essais qu'on fait. Et des fois, j'y tiens, te rappelles, il y a un an, tu m'as sorti ça. T'étais dans un mood différent, t'avais des habitudes de tel chef et des machins. Donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, bon, immatériellement, on est classé au patrimoine. Mais c'est là où l'écriture est belle. C'est qu'on a cette chance où moi je vois dans la région, on est Glenn Viel, Alexandre Mazia, Gérald Paseda, Fabien Ferré. On est 3 étoiles, mais on a des écritures complètement différentes. Alors. Forcément, on en parle là. Il manque un chapitre à cette histoire. Racontez-moi ce moment où vous allez passer du stade de 2 à 3, parce que moi je m'en souviens, je l'ai vu. Écoutez, je vais pas vous cacher que j'en parle plus maintenant parce que j'étais dans le creux de la vague totale. J'étais oui, parce que 2020 Covid, nous ferme l'établissement, je me retrouve à faire des plats cuisinés, j'en ai sorti 10 000 quand même en deux fermetures de Covid. Je vois une partie de la jeunesse complètement se dépassionner. Je perds beaucoup de personnel, des gamins qui disent non, en fait, on était bien chez nous, je vais faire du traiteur, je vais faire ci, je vais faire ça. Je reviens pas. Je vais arrêter le métier. Je culpabilise, je me dis mais merde, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Je demande à des gamins, des fois je les sors du chômage pour venir m'aider pendant 2 heures. Ils me disent non, je suis chez ma mère, j'ai ça. Enfin, je vois tout le monde qui me laisse tomber, pas tout le monde, Aurélien toujours les mêmes, les cadres, tout ça, mais les gamins en fait finalement ils commencent à goûter à un truc qui est catastrophique, c'est le chômage. Par force, c'est pas de leur faute les pauvres. Bien sûr, Mais c'est vrai qu'il y a ces gamins d'un coup qui commencent à rentrer dans un truc pantouflard et rien à voir avec notre profession quoi. Donc je les retrouve, on fait une saison, je me bats comme un fou et c'est vrai qu'en 2023 en août 2023, j'ai un gros moment de fatigue physique, mais là surtout fatigue mentale qui arrive. Le moral commence un petit peu à me jouer des tours. Je perds 3 secondes cette année-là. Je me dis, je suis tout seul en fait. J'ai le nez éclaté, je suis fatigué, j'ai 2 enfants. Je vois tous ces gamins qui se dépassionnent, qui veulent changer de voie, qui ci. Puis là, on se dit merde, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ça quoi. Je rattaque début 2022, pardon, c'était pas 2023, c'était 2021. Je rattaque début 2022 où là vraiment j'attaque et puis pas de jus quoi. Pas de jus. Ouais. Pas du jus comme j'ai l'habitude d'avoir. C'est-à-dire que j'appuie sur l'accélérateur et ça broute, quoi. Et bon, je m'en rends vite compte parce qu'au final, je fais les choses à fond ou je les fais pas. Donc là, je suis dans un espèce d'entre-deux où
je perds le sujet en fait. Je me dis bon allez, je commence pendant un mois à faire les mêmes plats quasiment tous les jours. Et là, je me décide à un moment donné de dire à Marielle, je dis écoute, faut que je parte 5 jours, hein, j'en peux plus. Je vais chez un copain, Christophe Haribert, je vais en cure, me poser, et là j'essaie de prendre du recul parce que j'arrivais pas au travail, j'y arrivais plus en fait. Entre les contraintes, les employés, on était monté quand même à 42 employés déjà. Ouais. Et c'est vrai que je m'en sors plus, je perds le fil quoi. Je me dis autour de moi plein de 3 étoiles, je dis bon c'est fini pour moi maintenant. J'aurais pas 3 étoiles, donc faut que peut-être que je vive avec ça. Puis au fond de moi-même, je me dis non, mais je peux pas lâcher, quoi. C'est pas possible. Bon, bref, plein de choses se contredisent. Donc il y a l'envie, mais ça se, ouais, c'est ça. Et je reçois un appel, mon assistante Edwige qui me téléphone, qui me dit mais Dimitri, il y a le Michelin qui veut vous joindre. Donc, parce que je répondais qu'à elle. Et là, vous êtes chez Christophe Haribert à ce moment-là. Voilà, je suis dans la cure thermale là, je me pose. Et je dis, faut leur dire que je pourrais pas venir. Non, mais ils veulent vraiment que vous veniez. Faut venir, quoi, au Michelin. Je dis, bon, non, mais là, je peux pas, j'ai pas de vie. Bon, bref. Ils me téléphonent. Monsieur Droineau, faut venir. On aimerait que vous parliez du Covid et tout. J'ai écouté le Covid. Moi, ça m'a tué, quoi. Donc, je suis pas un orateur. Vous le savez très bien. Je suis pas en état de santé en ce moment. Je suis désolé. Non, mais monsieur Droineau, écoutez, vraiment, bon. Ils y arrivent. Je reviens à Cassis. On part pour Cognac. Et donc là, vous pensez que vous allez faire un discours? Je pense que je vais faire. Alors, il me prévoit de me faire un discours avec Alexandre Mazia, le copain, et Hélène Darroze pour parler du Covid. Sauf que à 6h15, ils font venir, ils appellent Hélène Darroze et Alexandre Mazia, mais moi, ils m'invitent pas à aller sur scène. Et les 2 étoiles sont passées. Là, je commence vraiment à paniquer, me dire mais pourquoi ils m'ont fait venir là? Qu'est-ce qui se passe? Puis je me dis mais ils m'ont pas fait ça quand même, me faire venir pour pas merde. Bref. Donc là, on est en pleine cérémonie. Alexandre Mazia parle du Covid et de machin, et là, il parle de la remise de la 3e étoile. Je suis dans mon fauteuil. Franchement, je fais pas une crise de panique, mais tout comme. Ils appellent Arnaud Donquel, mon copain. Paf, 3 étoiles plénitude. Bon, ça, moi, je le savais. Dans ma tête, j'entendais des trop bons retours. Et ils finissent par dire, bon, il y a une autre surprise. Et là, il nous annonce la Villa Madi. C'est l'hécatombe, quoi. C'est un gratte-ciel sur la tête, c'est un bus, un TGV, tout ce que vous voulez. C'est absolument indescriptible, en fait. Je sais même pas encore à l'heure actuelle comment l'exprimer, parce que je passe d'être allongé à côté des personnes âgées sur un fauteuil au bord d'une piscine, à me poser des questions sur où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, à ça, devant la profession. Il est fou ce paradoxe quand même, parce que vous étiez brûlé, cramé, fatigué, en pleine remise en question. Mais pas mort. Plus que pas mort, parce que le Michelin arrive et vous dit en fait vous faites partie vous êtes au sommet, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, on monte sur scène. Ma femme, elle éclate en sanglots parce que on parle de moi, mais vous imaginez que tout ce que j'ai vécu, elle, à côté, c'est pareil. Plus les enfants, plus les employés, plus, c'est un rock. J'aime pas dire ça parce que je veux pas que ça me porte malheur, mais c'est vrai que j'ai une femme qui est très costaud mentalement. Ouais. Fille d'agriculteur, hein. Donc, et là, on monte sur scène et je me retrouve avec Arnaud Donquel qui m'a sorti des Caraïbes, qui m'a conseillé la Villa Madi, qui, vous imaginez un petit peu le truc. Donc, c'est vrai que, waouh, je me rappellerai toute ma vie de ce moment. Et surtout, en fait, après la remise en route, quoi. Ouais. Comment on revient justement, parce que vous êtes passé de j'ai besoin de faire une cure parce que j'en peux plus à en fait maintenant tu vas te faire secouer. Après en termes d'ego, de satisfaction, c'est quand même. Il y a un truc qui est porteur, et ça je le dirai tout le temps, c'est les équipes, encore une fois. Enfin, j'avais vu mes équipes se dépassionner, à part les fous comme David, Julien, Aurélien et Johan à l'époque, le chef pâtissier qui était l'élève de Christophe Casper quand même, Johan de Sarzin. Et c'est vrai que là, je reviens et je vois ces gars qui sont en larmes, quoi. Ils me font un accueil de fou et ils sont contents pour moi.
Ils sont contents pour eux, mais surtout ils sont contents pour moi en fait. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est d'avoir des gamins qui ont souffert de me voir comme ça, qui ont toujours cru en moi. Et moi, je me disais, si je suis encore là, c'est que je peux pas les trahir ces gamins-là. Je peux pas trahir mes clients, je peux pas machin. Et là, ça, en fait, c'est un signe, je sais pas, dans la vie où vous vous dites, waouh, c'est un coup de pied aux fesses pour moi. Et c'est surtout, en fait, une consécration pour eux aussi, quoi, parce qu'ils ont été là. Moi, ils souffraient vraiment de me voir comme ça. Donc, je les augmente tous là, les 6, je les augmente, mais sans leur demander, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que ça a créé des liens spéciaux entre nous. Ouais, vous l'avez vécu ensemble, vous avez traversé de la même manière que les épreuves soudent, les grandes victoires ou les grands, surtout quand elles viennent à ce moment-là où c'était difficile. C'était très compliqué. Et puis là, d'un coup, en fait, tout se débloque, quoi, tout se débride, tout. J'arrivais à un sac de nœuds et là d'un coup c'est quoi, ça vous valide en fait, ça vous tranquillise parce que en fait vous dites pas j'ai 3 étoiles, je vais tout changer. Non. Elles viennent consacrer quelque chose, ces 3 étoiles. Non, ça vient complètement ça vient valider quelque chose, mais au fond de moi-même, de toute façon, on a 2 fois par jour à valider. Donc ça valide quelque chose, mais en même temps, c'est pas à vie. C'est remis en question tous les ans. Oui. Donc, oui, mais là, vous doutiez, donc à un moment, vous dites, bon, ce que vous faites, c'est quand même peut-être pas trop mal. Voilà. Puis après, surtout, je vais pas vous cacher que pendant des années, j'ai des habitués. J'ai vraiment une maison où il y a beaucoup d'habitués. Ils m'envoyaient des fois des lettres qu'ils envoyaient au Michelin. J'y m'ai arrêté. Ils remplissaient des lettres manuscrites par 2 ou 3 pages. Mais des trucs où je me disais, waouh, enfin, on a été portés par tous ces gens-là. Quand on a eu la 3e étoile, j'ai voulu inviter tous ces gens-là, en fait, les convives, les partenaires, les collaborateurs, les anciens collaborateurs, les prestataires. On était à peu près 400, 350 ou 400, parce que je voulais les remercier, parce qu'au final, la Villa Madi, c'est pas qu'un chef en fait. La Villa Madi, c'est tout un écosystème. C'est aussi un associé qui a été à nos côtés pendant des années, qui s'est occupé, qui ne voulait pas s'occuper de quoi que ce soit il voulait pas interférer pour me perturber dans ma réflexion. En fait. Ouais. Le jour où j'ai fait les travaux de la salle de restaurant, il m'a dit, j'ai dit, regardez les plans, il dit, je veux pas les voir. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez pas voir? Il me dit, parce que ça va te perturber dans ton jugement. Voilà, c'est toi, c'est pas moi. Super associé, ça, hein. Voilà. Et les choses se font dans la confiance et tout ça a été très porteur. La confiance des gens, la confiance des collaborateurs. Moi, c'est vrai qu'on s'est retrouvé aussi, à habiter à la Villa Madi après. J'ai une maison qui est à 10 mètres du restaurant. Donc, je peux voir mes enfants. Donc, c'est tout ce que je rêvais, en fait, au final. C'est une partition nouvelle, c'est tous les jours, c'est une voile à régler pour une régate et on a tout le monde dans le bateau et tout ça, c'est comme en mer en fait. La mer est un espace de rigueur et de liberté. Donc la vie d'un restaurant, c'est pareil, c'est de l'humain. Il faut régler cette voilure. On a des hauts, on a des bas, mais le leitmotiv dans tout ça, c'est comme ça a toujours été, ne jamais rien lâcher quoi. Il faut pas abandonner en fait au final. Ça c'est vraiment un truc j'arrête pas de leur dire. Vous avez le droit de casser des assiettes, vous avez le droit de vous tromper, de brûler. Il y a 2 choses que vous pouvez pas faire ici, c'est laisser tomber finalement et cautionner cette médiocrité. Souvent je parle avec moi depuis le début de l'année, j'ai 3 jeunes qui sont super, qui étaient en phase de doute au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois. On a parlé, on a abordé des vrais sujets de fond. Ils sont repartis, mais faut voir quoi. Ils arrivent dans la cuisine tous les matins, ils ont la banane. Ils ont compris l'ambiance de la maison. Ça a été dur au début parce que faut comprendre que au début quand ils arrivent, ah ouais c'est cool chef, vous êtes dans les cuisines parce que nous on veut un chef qui est en cuisine. Tu vas pas toujours dire ça, tu sais. Ouais, tu seras content parfois. Tu vas être content quand je vais arriver un peu plus tard des fois. Mais on rigole de ça parce que j'aime bien cette comment vous dire cette proximité avec eux. Et ça, c'est ce que Bernard Paco m'a appris à un moment donné. On n'est pas moins que des chefs cuisiniers, on n'est pas moins que des cuisiniers, quoi. Il faut arrêter un petit peu cette starification. C'est tout sauf moi, ça. J'ai horreur de ça. C'est comme je dis, on est perfectible. On doit travailler sur ça. Et surtout, c'est tellement subjectif tout ça. Une dernière question parce qu'on a rebouclé la boucle avec ces valeurs, moi je trouve, et vos parents, et finalement ce truc de ne jamais rien lâcher qui nous suit depuis le début de cet entretien. Vos enfants, comment eux ils se voient, quel rapport vous pouvez entretenir avec eux, la cuisine au milieu, parce que c'est quelque chose de grandir dans un environnement où ses parents travaillent avec cette intensité-là, avec aussi cette reconnaissance quand son papa, sa maman font partie de la poignée de cuisiniers, des adresses les plus mythiques
du monde? Parce que c'est de ça dont on se parle. 3 étoiles en France, c'est de ça dont on se parle. Ben, c'est vrai que Hugo est plus timide. Mon premier, quand on a eu la 3e étoile, il était complètement désarçonné, quoi. Et en même temps, ce qu'il a pu voir, c'est la récompense du travail. Quel âge il a aujourd'hui? Il a 12 ans. Et Louis, il avait 6 ans à l'époque. Les Et deux je sont me- tout à fait capables de comprendre, même déjà à cette époque. Ouais, quoi. bah, à cette époque, Louis, il avait dit à sa mère, Marie, elle avait fondu en larmes. Elle avait dit, mais Louis, tu sais, on a eu 3 étoiles, est-ce que tu te rends compte de ce que c'est? Et Louis, à 6 ans, lui avait dit, bah oui, maman, vous faites partie des meilleurs restaurants du monde maintenant. Je crois sincèrement que la vérité sort de la bouche des enfants. Parce qu'il y a chez eux une forme de pureté qui permet de traduire sans filtre, comme un écho, ce qu'ils perçoivent. Il y a dans ces moments une sorte d'alignement entre ce que l'on vit et ce que l'on est. On se parle là, et vous en conviendrez, d'un sommet gravi, parfois dans la douleur, dans la constance en tout cas, depuis toujours finalement, avec acharnement presque. Il s'agit bien de consacrer cette énergie, celle qui rend capable un chef de tout donner pendant des années pour atteindre le chapitre suivant. Cette énergie qui nous fait nous dépasser pour d'autres, celle qui nous fait trembler parfois par son intensité, qui fait mettre le genou à terre ou parfois clairement décrocher. Dimitri Droineau est de ces hommes qui foncent tout droit, en croisant les doigts d'une certaine manière. Et si ça craque, on verra. Et si c'est trop, on avisera. Mais tant qu'on est là, on nourrit le feu et on ne réduit pas la cadence. C'est ainsi que plusieurs fois, Dimitri Droineau s'est retrouvé à terre, sans souffle, sans flamme, mais toujours vivant. Et quand on a en soi cette détermination, alors on sort quelques instants et on reprend. On reprend son souffle et son esprit et on remonte sur le ring. Loin de moi l'idée de glorifier l'acharnement, le dépassement de soi qui va jusqu'à l'excès. Et le chef m'en parlait aussi, lui non plus ne poursuit pas cette ligne. Il veille aujourd'hui à son équilibre, en ramant sur son paddle, en plongeant dans ses calanques, en passant du temps en famille, auprès de ses enfants, et en descendant, à toute blinde, parce qu'on ne se refait pas, les sentiers de VTT qui sinuent entre les pins. Merci chef d'avoir livré, comme toujours ici, un récit sans filtre. Merci d'avoir partagé avec nous cette magnifique ascension que vous avez accomplie avec force et sans relâche. Merci aussi pour le moment suspendu. Merci à votre équipe. Merci à Marielle pour le souvenir que chacun s'écrit aujourd'hui à la Villa Madi. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Sacré épisode, n'est-ce pas? Sacré chef, franchement. J'ai pas besoin d'en rajouter, je pense, mais allez, vous, ajouter à la découverte de son histoire celle de sa cuisine. Notez ce podcast si vous ne l'avez pas fait sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide grandement à faire connaître mon travail et surtout celui de celles et ceux qui me font le plaisir de venir à mon micro. Chef est devenu la référence des podcasts pour les chefs français, les passionnés, et c'est grâce à vous, mais j'ai encore pas mal de projets à vous proposer, alors j'ai besoin de votre soutien. Allez, on se retrouve vendredi pour notre format dédié à l'entrepreneuriat, chef d'entreprise. Alors d'ici là, prenez soin de vous. Allez au restaurant, vraiment, c'est important. Cuisinez, faites le marché et parlez à vos proches de votre podcast préféré. Salut!